quelle que soit la personne à qui vous parlez, mettez-vous toujours à égalité. Par exemple, moi, je supporte pas quand les gens se mettent en dessous de moi. À l'inverse, si tu te mets à égalité avec moi, je vais me dire, ah, vas-y, je peux dire des dingueries parce que je sens bien que le mec, il va faire le tri, quoi. Le but du jeu, c'est de sortir de nous-mêmes et d'au moins pouvoir s'appuyer sur des choses qui ne font pas débat. Ça nous intéresse pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, mais parce qu'en fait, dans ce cas-là, on fait quoi? On va passer notre temps à utiliser des concepts personnels pour décrire notre propre réalité et notre propre ressenti. Les principes premiers, c'est le fait de pouvoir, dans 100% de tes raisonnements, lister l'ensemble des hypothèses cachées qui t'amènent à la conclusion. Ouais, alors Sam Altman, pour bien le connaître depuis très longtemps, c'est vraiment l'antéchrist, ce mec. Il pense vraiment qu'il va faire rentrer la civilisation dans une nouvelle ère. C'est marrant, vous êtes rigolo, mais vous croyez à vos propres histoires. Là, les hommes politiques ont mis 1 milliard de personnes à la maison pendant le Covid, devant nos yeux. Il y a 20 mecs dans une pièce qui ont dit « Bon, allez, tout le monde à la maison ». On a tous été à la maison. Et je suis sûr que dans cette pièce, il y en a même qui ont rempli des certificats pour sortir avec eux-mêmes. Il est où votre rébellion entrepreneur à ce moment-là? Vous placez comment? Soit on fait de la politique, soit on se protège personnellement. Et que tout ce qui est au milieu, c'est une très très mauvaise stratégie. Regarde, moi j'ai une pote là, elle est modèle OnlyFans, elle arrive à Charles de Gaulle, elle se fait arrêter par la police. 48 heures de garde à vue. Et bah du coup, elle doit prouver qu'elle n'a pas gagné 3,5 millions, c'est une galère pas possible. Si vous arrivez à être lié à 5 drapeaux, personne ne peut venir vous faire chier. Vous ne devez jamais avoir votre passeport là où vous faites votre business, vos comptes en banque là où vous avez incorporé vos boîtes, vos assets, là où vous avez vos comptes en banque, vos business et votre passeport. 2 heures de conférence sans filtre d'un Oussama Ammar comme à l'ancienne. J'ai organisé il y a peu un mastermind à Punta Cana avec des e-commerçants avancés. Chaque entrepreneur autour de cette table a payé plus de 5 000 € pour être présent. Et aujourd'hui, je te repartage gratuitement cette conférence d'Oussama. Alors ouvre bien tes escourdes et prends des notes. Bon visionnage. En fait, j'aimerais commencer par une introduction assez simple sur un sujet qui me tient énormément à cœur et qui, je pense, est un sujet dont je ne parlerai pas trop en public parce que c'est un sujet un peu tabou, mais c'est celui de l'identité. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les 10 dernières années, le champ des identités des gens a explosé. L'identité des gens est de plus en plus large. Les gens sont de plus en plus... maintenant, il faut connaître leurs pronoms, il faut savoir leur sensibilité, il faut savoir quel mouvement politique ils appartiennent. C'est-à-dire que les gens ont un nombre de labels qui les définissent et qui les caractérisent qui est complètement dingue. Et récemment, j'ai vécu un moment what the fuck dans la Matrix où je me suis dit, mais attends, la simulation, là, elle part vraiment en couille, c'est pas possible. J'arrive à Paris, je sors de l'aéroport, on m'explique que donc j'avais mon hôtel à République, et le taxi, il me dit, je suis désolé, il y a une manif, je dois vous déposer ici, vous devez sortir. Je dis, ah, les manifs françaises, ça fait longtemps que je n'ai pas été et tout. Et donc, je prends ma valise, je commence à marcher, et je réfléchis pas trop, et donc je marche contre la manif à contresens. Et à un moment, je me rends compte que la manif, c'est la manif des transsexuels pour la libération de Gaza. Et alors là, moi, j'ai nervous breakdown. Je pense que pas une personne de cette manif qui passerait 1 heure à Gaza ne survivrait, déjà. Donc je me suis dit, mais comment les mecs font pour avoir une identité aussi large? Et deuxièmement, je me suis dit, le niveau de cause et le niveau que les gens ont besoin de montrer qu'ils sont tellement du côté du bien que ça devient absurde. Et en fait, ça pose un très très gros problème d'entrepreneuriat. Parce que si vous réfléchissez à qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur, dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire j'en ai rien à foutre si vous faites du e-commerce, un SaaS, du consulting, etc. Ouais, mais même ça, c'est un peu trop bullshit, en fait. Parce qu'en fait, fondamentalement, être entrepreneur, c'est faire quelque chose que les gens veulent. La valeur, c'est la conséquence de ça. Parce qu'en fait, si tu fais quelque chose que les gens veulent, très souvent, tu produis de la valeur et tu arrives à capter une partie de cette valeur. Mais beaucoup plus fondamentalement, le vrai secret de l'entrepreneuriat, c'est de savoir de faire quelque chose que les gens veulent. Et pour faire quelque chose que les gens veulent, la meilleure façon, c'est d'avoir son identité la plus petite possible. Si vous êtes en train de vouloir prouver une cause, révolutionner le monde dans un certain sens et tout, c'est formidable, ça s'appelle de la politique, mais ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Et bizarrement, la politique et l'entrepreneuriat, sur les 10 dernières années, sont en train de converger d'une façon assez dingue. On demande aux entreprises d'avoir des responsabilités sociales, on demande aux entreprises de prendre des responsabilités qui ne sont pas les leurs, et ça donne une génération d'entrepreneurs
qui est un peu perdu face à tout ça, parce que le niveau de pression, il est quand même de plus en plus élevé. Et donc, je pense que si vous arrivez à garder votre identité la plus petite possible, ça remet en place un certain nombre de fondamentaux. Par exemple, je pense qu'il y a 3 types de raisonnements qu'on devrait toujours s'interdire en tant qu'entrepreneur. Premier raisonnement, c'est par analogie. Il ne faut jamais réfléchir par analogie. Réfléchir par analogie, c'est dire, puisque A a fait B, alors moi aussi c'est vrai. Si c'est vrai pour A, c'est vrai pour moi. Les raisonnements par analogie sont terribles. Dans le monde, dans le e-commerce, on fait comme ça. Ah bon? Pourquoi? Quand? Où? Comment? Et en fait, le problème du raisonnement par analogie, c'est que c'est un raisonnement extrêmement dangereux, parce que quand il est vrai, il est, on va dire, c'est quoi le mot, cliché. La plupart des raisonnements par analogie qui sont vrais sont des clichés. Mais quand ils sont faux, ils sont extrêmement destructeurs. C'est-à-dire que vous ne gagnez pas grand-chose à avoir raison par analogie. Par contre, quand vous avez tort par analogie, ça coûte une somme infinie d'argent. Le bon exemple de ça, c'est par exemple comment l'industrie de la musique est morte. Pourquoi l'industrie de la musique est morte? Parce qu'ils se sont crus spéciaux dans leur capacité à gérer les droits d'auteur et à ne pas se faire pirater. Parce que soi-disant, ils avaient un lien avec leur public, etc. Tout le monde était sur Napster, téléchargeait la musique gratuitement. Et ça, c'est un raisonnement par analogie. C'est l'idée qu'on est une industrie spéciale, donc nos conséquences sont spécifiques. Et ça, vous voyez, c'est une erreur stratégique monumentale qui a coûté 15 ans à l'industrie de la musique. L'industrie de la musique, en 2008, c'est 50 milliards d'euros par an de revenus. En 2014, c'est 4 milliards d'euros de revenus. C'est 46 milliards. Cette année, en 2024, c'est 50 milliards à nouveau. Et entre-temps, Spotify a capté 32 milliards. Vous voyez la transformation d'une industrie juste parce qu'il y a un acteur qui dit. Donc, 1, il faut s'interdire les raisonnements par analogie. 2, il faut s'interdire les arguments d'autorité. Ça, c'est un truc qui, moi, me choque énormément. C'est tous les gens qui viennent chercher ma validation. En plus, ils prétendent regarder mes vidéos. Alors ça, c'est le truc, moi, c'est le truc qui me tape sur le système. C'est quand les gens me disent un truc que je répète. Par exemple, il y a des gens, ils m'envoient leur business plan en me disant « J'ai vu toutes tes vidéos, j'aimerais savoir ce que tu penses de mon business plan. » Moi, dans ma tête, je me dis « Mais quelle vidéo t'as regardé, espèce de connard ?» Je n'ai pas une vidéo où j'ai dit qu'il ne faut pas faire de business plan. Et c'est un peu la même chose sur les arguments d'autorité. Par exemple, il y a des gens qui me disent « Ouais, j'aimerais avoir ton avis sur une idée. » Si vous voulez perdre mon respect à jamais, vous me posez cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, 1, que vous croyez aux arguments d'autorité. Vous imaginez que des gens ont des pouvoirs magiques et ont une sorte de vue transcendantale de la vérité parce qu'ils ont une meilleure expérience. Alors qu'en fait, c'est le pire. Je suis une des pires personnes pour donner un avis sur une idée parce que j'en vois trop. Et donc, je suis un peu comme un mec qui traite des gens qui ont le cancer toute la journée. Je pense que tout le monde va mourir. C'est pas, moi, quand je vois une idée qui marche, je me dis, putain, quelle exception. Parce que souvent, de votre point de vue, l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui marche. Parce que vous, votre point de vue de l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui a survécu à la mort, qui est passé de l'autre côté du filtre. Moi, mon point de vue de l'entrepreneuriat, c'est l'inverse. C'est tout ce qui marche pas. Parce que, grosso modo, on vient me pitcher toute la journée des trucs intelligents, toute la journée des trucs enthousiasmants, et toute la journée, je vois des gens se prendre des murs en pouvant même pas expliquer vraiment fondamentalement pourquoi. C'est un grand mystère souvent. Hein. Moi, le nombre de fois où on m'a pitché des trucs, je me dis, ah, ouais, ça c'est sûr, ça marche. Rien du tout. Et le nombre de fois où on m'a pitché des trucs, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça devient des cartons. Vous pouvez pas savoir d'avance. Et le 3e raisonnement qu'il faut éviter, en dehors donc, pas d'argument d'analogie, pas d'argument de temporalité, et surtout, aucun argument de comparaison. Un de mes posters préférés à The Family sur les murs, c'était Benchmark is for losers. C'est se comparer, c'est pour les losers. Et ça, je l'ai vu, mais tellement de fois dans mes coachings. Je vais donner un exemple typique en e-commerce. Les e-commerçants adorent les benchmarks parce que, comme vous êtes à peu près tous en train de faire la même chose, à savoir vendre un produit, vous vous dites que c'est comparable
aux autres gens qui vendent un produit. Et le cas typique, c'est un type qui a, je sais pas, 2% de conversion. Et il trouve que c'est vachement bien parce qu'en moyenne, les gens, ils ont 1%. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Quel est, moi, mon instinct quand quelqu'un fait mieux que la moyenne? C'est qu'il fait beaucoup moins bien que son potentiel. Ça, c'est très contre-intuitif. Mais quand quelqu'un fait mieux que la moyenne, c'est qu'il fait beaucoup moins bien que son potentiel. Et vous n'imaginez pas à quel point, une fois que vous avez compris cette règle toute bête, et que vous poussez par instinct toutes les fois où vous détectez, vous pouvez atteindre des chiffres que les gens n'imaginent pas. Pourquoi? Parce que de façon singulière, quand ça sort du benchmark, ça sort toujours beaucoup du benchmark. Ça sort jamais un petit peu du benchmark. Et en général, quand ça sort un peu du benchmark, c'est que vous n'avez pas fait les bons efforts. Vous n'avez pas compris qu'en fait, vous aviez un immense potentiel. Et ça repose sur une idée toute bête, et qui, je pense, est le grand secret de tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés et qui ont réussi, c'est qu'en fait, il faut toujours raisonner en principe premier. Le raisonnement en principe premier, c'est qu'à chaque fois que vous prenez une décision, vous posez la question la plus fondamentale des 3 pourquoi. Quoi que vous fassiez, vous posez la question pourquoi. Ok, mon taux de conversion, c'est 2%. Pourquoi? Ah, parce que ça, ça, ça. Ok, pourquoi? Parce que ça, ça, ça. Pourquoi? Si sur 100% de vos décisions, vous posez la question des 3 pourquoi, vous verrez que vous apprendrez à aller en profondeur et en détail dans les mécanismes. Et la deuxième chose, encore plus fondamentale, c'est que quand vous raisonnez en principe premier, vous allez découvrir des choses contre-intuitives. Et là commence la deuxième leçon la plus contre-intuitive de ma vie, c'est qu'on apprend beaucoup plus de ses succès que de ses échecs. Je sais, on passe notre temps à expliquer que les échecs, c'est formidable, que ça nous apprend des choses, etc. Il faut comprendre l'histoire sociologique de ça. Vous êtes quand même en moyenne assez jeune, vous ne vous souvenez pas trop à quoi ça ressemblait le monde il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, on vivait dans une société, la société française, où le moindre mec avait le moindre échec, mais aussi ridicule soit-il, il était exclu de la société à jamais. Moi, je peux vous raconter des histoires où, quand on a créé The Family en 2013, on a rencontré les entrepreneurs de la génération de 2003-2004, les entrepreneurs de la bulle Internet. Et ils étaient tous cramés. Grosso modo, en 2002-2003, ils avaient fait une boîte qui avait valu des milliards et qui était tombée. Et leur capacité à avoir le droit de faire une nouvelle boîte était de 0. Personne ne voulait bosser pour eux parce qu'ils avaient échoué. Personne ne voulait faire quoi que ce soit pour eux parce qu'ils avaient échoué, etc., etc. Et donc, nous, quand on a vu cette génération de zombies en 2013, on a mené une bataille culturelle assez caricaturale, qui est un peu la bataille culturelle que les États-Unis ont menée, qui est « fail is good ». Bon, problème de ça, c'est toujours la même chose. C'est que vous commencez avec une bonne intention et vous finissez avec une caricature. Je pense qu'en 2024, on en arrive à un point où les gens se définissent plus par leur échec que par leur réussite. C'était pas l'ambition. L'ambition, c'était de dire à un mec, l'échec, ça fait mal, c'est normal, mais c'est parce que ça fait mal qu'il y a quelque chose à apprendre, et surtout, ça doit pas être final. Aucun échec doit définir votre identité. Et on revient à l'idée de l'identité la plus petite possible. Vos succès, vos échecs ne vous définissent pas. Ils n'en font pas partie de votre identité. Mais par contre, si on raisonne pour de vrai, très souvent, on n'apprend pas de ses échecs. D'abord, on a tendance à faire plusieurs fois l'échec avant de comprendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais à chaque fois que vous vous dites « Comment ?» Ah, c'est un truc de fou. À chaque fois que vous vous dites « Non, mais cette fois, j'ai compris », en fait, vous n'avez rien compris, et la fois d'après, vous recommencez. En général, les psychologues disent qu'il faut 3 à 4 fois avant de pouvoir vraiment émotionnellement sortir d'un pattern d'échec. 2, en fait, l'échec, le problème, c'est que ça vous apprend quelque chose d'intuitif, de réel. Mais ça ne vous apprend pas quelque chose de secret. Parce que très souvent, quand on échoue, c'est juste qu'on n'a pas compris quelque chose. Et ne pas comprendre quelque chose, ça produit peu de valeur. À l'inverse, quand vous réussissez quelque chose, vous réussissez quelque chose qui est un secret, par définition. Et un secret, ce n'est pas forcément confidentiel. Hein. Vous savez, un secret, c'est savoir quelque chose que vous pouvez mettre sur un panneau à Times Square et personne ne vous croit. C'est ça un vrai secret. C'est par exemple, si moi, les grands secrets de ma vie, celui qui était le slogan de The Family, c'est « Anyone can be an entrepreneur ». Tout le monde peut être entrepreneur.
Ça, c'était la phrase tu l'as dit à n'importe qui, ça l'électrise. Soit parce qu'il se dit, ouais, mais c'est pas vrai, il y a des gens, ils ratent. Oui, merci beaucoup. C'est pas ce que la phrase veut dire. Soit les gens, comme ils n'ont pas réussi eux-mêmes, ça les énerve. Ils disent, ouais, mais non, parce que moi, en fait, machin. Mais la vérité, c'est que anyone, ça veut pas dire everyone, ça veut dire qu'on peut jamais savoir d'où viendra le prochain entrepreneur. C'est en fait hérité de la phrase de Ratatouille, anyone can cook, où le critique dit, on ne peut pas savoir qui sera le prochain grand chef, peut-être qu'il sera aussi modeste qu'un rat. Et c'est vrai, dans l'entrepreneuriat, on ne sait qui sont les entrepreneurs que par l'action et par l'application de l'action. Mais donc, quel est le problème avec les succès? C'est que très souvent, les entrepreneurs ont des succès devant les yeux, mais ils ne les voient pas. Récemment, j'ai donné une interview avec une nana qui m'a dit « Ouais, ça ressemble à quoi un Better Call Saul? Qu'est-ce que tu fais dans un Better Call Saul ?» Je lui dis « C'est quoi ta question business ?» Elle me dit « Voilà, je voudrais tripler mon chiffre d'affaires. » Je dis « Ok, très bien. Est-ce que tu as un client qui est plus gros que tous les autres clients ?» Elle me dit « Ouais, j'ai un client qui représente 50% de mon chiffre d'affaires. » Ok, mais comment tu as eu ce client? Ah, j'ai eu ce client parce qu'il avait un certain nombre de caractéristiques. Combien il y a de gens en France qui ont les mêmes caractéristiques que lui? Ah, il y en a 30. Est-ce que tu leur as parlé? Ah, non. Pourquoi? Pourquoi tu essayes de faire quelque chose de nouveau au lieu d'analyser quelque chose qui a marché? Mais vous voyez, c'est un problème de principe premier. C'est-à-dire que c'est ne pas repérer que ce qui a marché peut marcher x10 si on en prend vraiment conscience et qu'on va vraiment au fond des choses. Et souvent, les gens veulent additionner des méthodes, alors qu'en fait, il faut multiplier les méthodes qui marchent déjà. Et ça, encore une fois, c'est un sujet d'identité. Pourquoi? Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais très souvent, ils se définissent sans même s'en rendre compte. Combien de fois j'ai entendu des gens venir en rendez-vous et me dire « Ouais, mais moi, je suis un expert SEO. » Ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, expert SEO? Je croyais que tu étais entrepreneur. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Si, un peu. Parce que si ton identité, c'est d'être expert SEO, et qu'un mec vient t'expliquer qu'en fait, ce qui marche le mieux, c'est la paid ads, tu vas faire quoi? Tu vas débattre idéologiquement pendant 4 heures de lequel est le mieux ou pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la tendance des gens à parler de religion, elle est dingue. C'est un truc qui m'a toujours surpris dans ma vie. Et je peux même vous raconter comment moi, je m'en suis rendu compte. J'avais 14 ans, j'étais sur les forums à l'époque, et je commençais à coder. Et je voyais des gens passer plus d'heures à parler de quel est le meilleur langage de programmation que coder quoi que ce soit. Et je me disais, mais c'est qui, c'est fou. Et ils ressemblaient énormément aux gens de ma famille qui parlaient d'islam. Moi, ma volonté de sortir de l'identité, c'était ma famille. J'étais entouré de gens qui parlaient d'un truc que je n'avais jamais rencontré, qui était Dieu, et ils en parlaient comme si c'était leur pote, pendant des heures et des heures. Et je n'avais rien contre leur foi. Je me disais, mais comment ils font, en fait? Comment ils font pour parler d'un truc où ils n'ont aucune preuve, aucune expérience, aucun sujet, aucun feedback? Juste, c'est artificiel. Si moi j'étais croyant, je fermerais ma gueule. Je me dirais, attends, on va quand même pas l'énerver, l'Éternel. On pourrait dire un mot ou deux de travers, ça pourrait être nous reprocher pour l'éternité. Mais non, ces gens-là, ils veulent absolument élargir le champ de leur identité. Et ce sentiment religieux, les gens le font dans tout. C'est les gens qui vous cassent les couilles parce qu'ils sont républicains. Ça, en France, on en a plein. Ils ont remplacé Dieu par la République. Mais c'est la même chose. C'est les gens qui vous cassent les couilles PHP contre je sais pas quoi. Ils vont vous dire, ouais, mais en fait, cette base de données... oui, mais la bonne méthode d'acquisition, c'est le payant. Par exemple, ça, c'est un truc récemment, j'ai accompagné un entrepreneur. Je lui ai fait faire x10 sur son chiffre d'affaires en 4 minutes. Donc le mec vient et il me montre sa stratégie d'acquisition et il me montre, elle est 100% organique et c'est que des contenus organiques, articles, vidéos, UGC, etc. Je lui ai dit, c'est génial. Tu veux pas qu'on joue à un jeu très simple? Tu prends dans chaque catégorie ton top 3% des contenus qui marchent le mieux et tu achètes de la pub dessus. Comment? Et le mec fait, ouais, mais c'est du payant, c'est pas de l'organique.
Essaye, tu vas voir. Et il revient, il fait, ah, c'est fou, on vend encore plus. Ah ouais, on vend encore plus. Et en fait, ça, si vous voyez, ça n'a pas l'air, mais c'est un problème d'identité. Le mec, il s'est foutu un putain de label sur la gueule qui veut dire je suis un mec de l'organique. Moi, je paye pas quand même. C'est trop drôle. Tu dis bah oui, ben en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ton contenu, il est distribué, qu'il soit distribué par un algorithme ou par l'argent. La seule chose qui compte, c'est le principe premier de rentabilité. C'est pas, tu n'as pas un badge pour ça. Par exemple, moi, un truc, ma phrase préférée, les gens me pitchent et disent j'ai dépensé 0 € de marketing. Tu veux une médaille pour ça? Donc tu veux une médaille pour avoir fait moins de chiffre d'affaires que ce que tu aurais pu faire? Ouais, mais non, mais en fait non. Et vous vous rendez pas compte à quel point dans vos business vous avez tous des identités qui vous limitent. Vous avez tous des croyances sur votre personne que vous vous êtes mis à un moment dans l'enfance, dans l'adolescence, dans le monde adulte, et vous vous êtes mis de label. Vous avez commencé à prendre du plaisir à ce qu'on vous reconnaisse par ce label, et vous avez passé votre temps à vouloir élargir l'existence de ce label et l'intensité de ce label. Et je pense qu'on vit une époque où les labels n'ont jamais été aussi forts. On le voit dans l'élection américaine, hein, les gens ne peuvent plus parler. Je ne sais pas si vous suivez un peu Twitter, mais moi je vois tous les idoles de mon enfance en ce moment, tous s'écharper sur Twitter pour des conneries. C'est-à-dire que vous voyez quand même David Sacks, Paul Graham, Peter Thiel, Elon Musk, Mark Cuban. Non mais c'est n'importe quoi. Mais en plus c'est un fight, c'est leur vie hein, qui est en jeu. Hein. T'as l'impression qu'ils sont chacun persuadés que si le camp adverse gagne, c'est la fin du monde. Alors qu'on sait très bien que si le camp adverse gagne, il ne va rien se passer de plus que ce qui s'est passé sur les 400 dernières années, c'est-à-dire pas grand-chose. En fait, c'est relatif. Et ça, c'est terrible parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent ces labels sont invisibles et ils amènent les gens à faire d'immenses erreurs. Je pense que dès on devrait avoir une alerte, dès qu'on se définit par quelque chose, on devrait se forcer à tester toutes les alternatives. Pour moi, il y a deux niveaux d'identité. Tu as l'identité qu'on va dire privée, c'est tous les sujets qui te définissent mais qui n'intéressent personne. Et tu as l'identité communautaire qui te permet de gagner des clients. C'est pas idiot de cliver, c'est pas idiot à un moment d'avoir tes clients qui te reconnaissent. Si tu fais de l'open source, t'en fais quelque chose. Mais en termes de principe premier, tu gagnes quelque chose. C'est la différence avec une identité qui est juste privée et qui ne t'apporte pas grand-chose à part te sentir bien. C'est comme si Odoo venait nous dire qu'ils n'utilisent qu'un seul langage pour programmer leur truc alors qu'il y aurait quelque chose de mieux à faire. La nouvelle identité à la mode, c'est d'être anti-IA, par exemple. Ça, c'est, je pense, la plus grande erreur business de l'époque. Bah, leur argument, c'est qu'ils l'ont pas fait par l'IA, donc ça vaut plus. Bah, regarde le nombre de gens qui sont fiers de dire que leurs articles de blog sont pas écrits par une IA. La meilleure façon de le faire, c'est d'égal à égal. Si tu te mets en dessous d'eux et tu veux apprendre d'eux, ça marchera pas. Et ça, vraiment, c'est un point hyper important. Hein. Quelle que soit la personne qui vous parle, mettez-vous toujours à égalité. Moi, par exemple, moi, je supporte pas quand les gens se mettent en dessous de moi. C'est très malaisant. C'est les gens, parce que en fait, les gens vous mettent une responsabilité dont vous ne voulez pas. C'est dis-nous la parole, frère. Je suis ni ton Dieu, ni ton prophète, ni ton gourou. Et à l'inverse, si tu te mets à égalité avec moi, je vais me dire ah vas-y, je peux dire des dingueries parce que je sens bien que le mec il va faire le tri quoi. Il va pas. Si je dis un truc complètement fou, il va pas. Et ça, c'est vraiment hyper important si vous cherchez des mentors, des advisors, etc. Il n'y a rien de mieux que de se mettre à égalité avec eux. Et d'ailleurs, réfléchissez à ce que vous pouvez leur apporter. Hein. Ne vous limitez pas. C'est pas une relation à sens unique. Hein. Si vous pouvez apporter de la valeur, faites-le. Hein. Le principe marketing, il est très peu important dans l'identité puisque c'est justement le sujet de ne pas hésiter à changer d'étiquette et d'aller d'étiquette en étiquette. Si tu réfléchis, quand on dit il faut démarrer dans une niche, on ne dit pas il faut rester dans ta niche. On dit démarre dans une niche et étends à partir de là.
Et la meilleure façon d'étendre, c'est justement de renier son identité. On l'a vu avec plein de marques, tu vois, qui avaient des espèces de followers complètement fous et qui ont juste grandi beaucoup plus que leur propre communauté. Et en général, ça fait mal, les gens se plaignent, ils disent c'est plus pareil comme avant et tout. C'était moins bien qu'avant, mais en fait, le PDG a raison parce qu'en fait, il va conquérir des marchés beaucoup plus grands et s'en fout des minorités qu'il a eu au début. N'importe qui, à n'importe quel niveau chez Tesla, peut venir remettre en cause Elon Musk. C'est incroyable. D'ailleurs, je sais même pas comment il fait. Ouais, c'est incroyable. Il y a une vidéo où tu perçois ça, qui est incroyable. C'est, il y a Elon Musk a invité un jeune garçon qui a un blog scientifique, qui fait des vidéos scientifiques qu'il aime bien. Et, mais c'est pire que ça. Donc, le mec, donc déjà, Elon Musk, il regarde les vidéos du mec, il les trouve intéressantes. Il envoie un message dans l'inbox, il dit « Ouais, je suis Elon, tu veux pas venir m'interviewer ?» Déjà, le mec, il a cru que c'était un fake. Il a fallu que le mec lui donne des preuves que c'était vraiment lui. Le mec vient et il a sa caméra, c'est pas un ado, il a 22 ans, mais il est face à Elon Musk quand même. Et à un moment, il lui fait visiter la fusée et puis il lui dit un truc technique, tu vois, là, on fait ça et tout. Et le gamin, il dit « Ah, c'est marrant, j'aurais cru que vous faisiez ça et tout. » Et là, Elon Musk, il fait comme ça. Il s'arrête. Il fait « C'est marrant, on n'y a pas pensé. » Et tu le vois arrêter l'émission et il va parler à un de ces mecs et il est là, il fait des signes comme ça, tu n'entends pas ce qu'il dit. Et il revient et il est dans ses pensées, tu vois. Et 2 mois après, il rappelle le mec, il dit « Ouais, viens voir et tout. » Et ils l'ont fait, ils ont mis le nom du gamin sur... ça s'appelle maintenant, enfin, je ne sais plus trop ce que c'est, système de refroidissement, je sais pas quoi, ça a le nom du gamin. Ça, à ce niveau-là, c'est méga rare. Et pour ça, il faut avoir une identité très petite. Et pourtant, c'est l'une des personnes qui prétend avoir l'une des identités les plus larges du monde. Ouais, clairement. La personal brand authentique n'est pas une personal brand liée au business. Les seuls gens qui ont le droit à l'authenticité en personal brand, c'est les gens comme moi, c'est les gens comme Trump, Oprah, Naval. C'est des gens qui ont complètement décorrélé leur business de leur personal brand. Et donc, ils ont le droit de vivre dans un monde qui est très rare, qui est un monde d'authenticité, parce que pour le meilleur ou pour le pire, ça n'a pas vraiment d'impact sur leur business. À partir du moment où ton business dépend de ta personal brand, tu l'as dit très bien hier, tu ne peux pas vivre à Dubaï. Tu le sais de toi-même, en fait. Et t'as même pas, tu vois, tu l'as même pas présenté comme un truc de bah c'est grave, etc. Non, vas-y, je vais pas me faire chier. Je vais pas aller me rajouter cette étiquette parce que je vais pas lutter contre cette étiquette. C'est net négatif. C'est net négatif pour mon business. C'est bon, il n'y a pas de religion. Je suis très bien en Andorre. On verra bien où je serai dans 4 ans. Donc tu l'as fait toi-même d'instinct sans même en fait en faire un principe de réflexion. Après, le but d'une personal brand dans un business, c'est quand même d'en sortir à un moment donné et que le business soit plus gros que ta brand. Hein. Ça, c'est quand même le chemin le plus important. La question, c'est quelles sont les parties de toi que tu dois cacher? Bah, tout ce qui n'apporte pas de business, en fait. En fait, l'intersection est très simple. Tu as un cercle qui est tout ce qui, toi, rapporte de business et tout ce qui est toi qui rapporte pas de business. Et tu parles que de ce qui rapporte du business. Son exemple, il est parfait. Je parle d'alimentation, mais je ne parle pas d'argent. Je veux dire, pourquoi il ne parlerait pas d'argent? Bah parce qu'il a une communauté de débilos, qui s'il commence à parler d'argent, ça va devenir identitaire, et ils vont dire « Ah, c'est un salaud de capitaliste, et en fait, il n'est pas là pour notre bien, il est là pour gagner de l'argent. » Bah oui, espèce de connard, je fais une boîte. Mais tu vois, cette asymétrie, elle est dingue, en fait, parce qu'on vit dans un monde où on ne peut plus dire aux gens la vérité. Et c'est triste, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est réel. L'asymétrie cynique, c'est une question de survie dans le business. Pour moi, du coup, si tu ne montres pas toutes tes facettes, du coup, tu n'es pas vraiment 100% authentique. Mais les gens, ils vont moins s'attacher. les gens ne s'attachent pas plus à toi si tu es 100% authentique. Regarde, tu t'es attaché à Georges Clooney? Non, moi je le suis très. Mais ouais, pour moi, c'est l'exemple parfait de ça. On ne sait pas qui est Georges Clooney. C'est une des personnes les plus aimées du monde. Le mec, la campagne What Else de Nespresso a multiplié par 20 le chiffre d'affaires. Ouais. Ouais, 20. Il y a avant, après Georges Clooney. Son contrat, c'est 200 millions de dollars par an. T'imagines? Elle est où l'authenticité de Georges Clooney? Qui sait qui est Georges Clooney? On n'a pas la moindre idée.
C'est pas... Mais regarde le nombre de boîtes qui sont tombées bêtement pour des questions de personal branding. Moi, mon exemple que je préfère, c'est American Apparel. Peut-être que tu es trop jeune pour te souvenir de ça. Ouais. Qui a connu American Apparel ici? Tu vois, en fait, le mec qui monte une boîte de 0 à 200 millions de dollars de revenus par an en 5 ans, il devient fou. Il commence à faire les fêtes les plus dingues de LA et il commence grosso modo à se taper tous ses mannequins. Bon, à un moment, ça lui revient à la gueule. La marque, elle tombe à 0. Il fait Chapter 11 en 2 ans. Complètement con. C'est parce que les gens ils se sont dit ouais c'est un flambeur, machin, je sais pas. Ouais, et puis les gens, ils se sont dit, ouais, il n'est pas aligné avec les valeurs que j'ai, et puis point barre, c'est fini. Et une fois que tu rentres dans cette conversation-là, tu peux plus en sortir de cette conversation-là. Bien sûr. Bah, l'IA, on le voit très bien. Les gens qui sont plutôt ChatGPT que Claude, ou Claude plutôt qu'Anthropique, enfin, c'est hallucinant, en fait. Ça n'a que 2 ans. Il y a déjà des cultes. En fait, alors, excuse-moi, je t'arrête tout de suite, parce que en fait, c'est fou comme vous n'avez pas compris ce truc. Minimiser votre identité, c'est un sujet privé. Le branding, c'est un sujet public. Dans le branding, vous devez maximiser votre identité. Dans votre approche managériale, entrepreneuriale, vous devez le minimiser. Mais ça n'a rien à voir. C'est 2 sujets complètement différents. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de branding, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la différence entre ton identité privée qui doit être minimale et ton identité publique qui doit être maximale. Il n'existe pas de marque sans parti pris. Il y a un moment, quand tu es une marque, tu as besoin de former un parti pris. La question, c'est comment stratégiquement tu vas monter ce parti pris. Je vais te donner un exemple, ça va te parler. Imagine que tu es fumeur. OK? Tu fumes. Bon. Et tu inventes une méthode pour arrêter de fumer. C'est quand même mieux de raconter que tu as arrêté de fumer. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tu es obligé d'avoir arrêté de fumer? Et ça, je viens de vous donner un exemple vrai, qui est le mec qui a écrit le best-seller au monde sur comment arrêter de fumer. Mais maintenant, tu es perso, du coup. Il y a quand même moyen de tourner zinzin. Non, mais c'est pas, je te le souhaite pas d'être aussi con. Je te dis juste que c'est complètement décorrélé du business. Et c'est le point. Mais bien sûr, mais lui, il a tourné zinzin. Bien sûr. Le livre, La semaine de 4 heures. Mais lui, c'est un très bon exemple de ça. Ouais. Mais du coup, toi, comment est-ce que tu perçois ça d'un point de vue développement personnel? Comment est-ce que tu te construis? Ouais, alors là, ça va trop loin. Moi, je pense que le développement personnel, c'est la responsabilité de chacun. Et puis, non, mais en fait, il y a un moment, de toute façon, regardez la... C'est hyper compliqué, parce qu'en fait, quand tu me dis une identité définie, ça veut dire que tu vas être capable de t'adapter pour aller dans le sens du vent. Ouais. Dans le sens de ton objectif, etc. Ouais. Mais... Bah, en termes de développement personnel, plus ton identité est petite, plus moins tu souffres. Hein. Parce que moins tu te... Il faut quand même réussir à changer de casquette. Oui, mais justement, tu n'as pas de casquette. C'est ça qui est fou. C'est que tu le vois comme un changement de casquette. Moi, je le vois comme j'ai pas de casquette. Plus ton identité est petite et moins tu définis des choses dans ta vie. Typiquement, ça, c'est un des sujets sur lesquels tu m'inspires. Parce que... Encore une fois, pourquoi tu prends le seul exemple qui intéresse personne? En fait, si tu veux jouer à un jeu intellectuel qui... En fait, mais tu vois, ça s'appelle la... En anglais, ils appellent ça slippery slope. C'est que intellectuellement, tu vas chercher le seul cas dans lequel ça marche et qui n'a... J'aime bien faire l'avocat. Ouais, mais ça sert à rien. Parce qu'en fait, encore une fois, personne te dit ne sois pas sportif. On parle d'identité business et on te dit enlève-toi toutes les étiquettes qui ne t'apportent rien dans ton business. Personne t'a jamais dit qu'être sportif, ça apporte rien. Et personne. Mais justement, mais c'est pas le premier truc qui t'est venu, c'est le seul truc qui marche. De la même façon que manger sain ou faire attention à sa santé. Faut pas être con. On n'est pas en train de dire supprime toute identité au point où tu n'as plus aucune identité. On est en train de dire ne te focalise pas sur des choses, sur des religions qui ne servent à rien. Et on peut pas mettre au même niveau être sportif et je préfère utiliser PHP, voilà. Non mais non, rentre chez toi. Non mais, ok, vas-y, regarde, on va jouer à un jeu très simple. Définis-moi, définis-moi ego. Comment tu définis l'ego? L'ego, c'est de la fierté mal placée, je crois. Ok, définis-moi ego. Non mais vous n'avez pas tous répété la même chose. Quelqu'un a une autre définition d'ego? Voilà, alors déjà, maintenant c'est pour réussir. Quelqu'un a une autre définition d'ego? Ok, donc là-bas c'est l'orgueil. Ouais. La compétition. Bon voilà. Donc on peut jouer à un jeu, c'est que le mot ego, ça fait partie des mots qu'il ne faut jamais utiliser
Et personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire. Mais c'est tout le sujet, en fait. Non, mais en fait, j'essaie juste de te montrer un truc, c'est que en philo, il y a un principe, c'est que quand un mot peut être défini par deux personnes de façon différente, c'est que ce mot décrit quelque chose qui n'existe pas. Moi, j'en ai marre de ces histoires d'ego. Tu remplaces identité par ego? Non. Parce qu'identité, tout le monde est d'accord sur la définition, ego, personne n'est d'accord. Donc, on ne va pas remplacer le mot, en fait. Non, mais c'est pas. Non, tu t'exprimes très bien, c'est juste que tu comprends pas. L'ego, écoute ce que je te dis. C'est comme le. C'est quoi le succès? Qu'est-ce que c'est le succès? Est-ce que gagner plein d'argent, c'est être successful? Voilà, ça dépend des personnes. Tu vois, pareil, on est reparti pour 3 heures de débat. C'est pour ça que le succès, ça n'existe pas. Quand un mot n'a pas une définition universelle, il décrit une réalité qui n'a pas d'intérêt. Personne ne débat ce qu'est une table. T'es jamais tombé sur un mec qui dit « Ouais, moi je suis pas d'accord, les tables c'est pour s'asseoir. » Ouais. Mais justement, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, mais parce qu'en fait, dans ce cas-là, on fait quoi? On va passer notre temps à utiliser des concepts personnels pour décrire notre propre réalité et notre propre ressenti. Le but du jeu, c'est de sortir de nous-mêmes et d'au moins pouvoir s'appuyer sur des choses qui ne font pas débat. Ouais, et donc, dans ce cas-là, Elon Musk, Alors, comment tu réconcilies dans ce cas-là maintenant Elon Musk, qui est le type qui semble avoir le plus d'ego sur Terre? Non, l'identité, c'est ce qui te définit. Il n'y a aucun débat sur ce qu'est l'identité. Si tu tombes sur un mec qui te dit « Moi, j'ai un débat sur le mot identité », là, on commence à atteindre des sommets de n'importe quoi. C'est comme table. C'est quoi ta définition alternative d'identité? Là, on prend 20 papiers, on demande à chacun d'écrire l'identité, tu crois qu'il va y avoir un doute sur le feu? Ah ouais. T'es une matheuse et tu ne sais pas définir l'identité, tu te fous de ma gueule? Non mais c'est l'un des concepts mathématiques les plus importants. Identité applicable, identité similaire, ça te dit rien en maths? Bah, donc t'as même la définition, t'as sans doute dans la salle la définition la plus précise du mot identité. Parce que tu reviens toujours au principe premier. Tu vois, par exemple, à chaque fois que j'ai parlé de Dubaï, j'ai toujours parlé de principe premier. Tout le sujet, c'est est-ce que tu es capable de parler de principe premier ou est-ce que tu parles de ce que les autres t'ont dit? Principe premier, principe premier. Les principes premiers, c'est le fait de pouvoir, dans 100% de tes raisonnements, lister l'ensemble des hypothèses cachées qui t'amènent à la conclusion. C'est la chose la plus importante dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, soit tu es conscient de ce que tu es en train de faire et tu as vraiment une maîtrise profonde de ce que tu es en train de faire, soit tu es en train de faire quelque chose que quelqu'un t'a amené à faire. Donc, prenons un exemple, le SEO. Soit tu as un consultant SEO et c'est de la magie noire, soit, en principe premier, tu sais exactement comment ça fonctionne, tu sais exactement ce qu'il est en train de faire, et tu sais exactement pourquoi c'est une meilleure stratégie dans ton business que toutes les autres stratégies. Parce que tu n'as pas choisi le SEO parce que quelqu'un t'a dit qu'il fallait faire du SEO, tu as choisi le SEO parce que parmi toutes les formes d'acquisition possibles, tu es capable de dire le coût, l'application et l'enjeu de chacune de ces formes. Et toute la question, elle est là. En fait, l'awareness, Jean-Claude Van Damme avait raison avant nous tous. L'important, c'est d'être aware. Qui connaît cette interview de Jean-Claude Van Damme qui est hors du commun? Vous êtes trop jeune. Vous savez qui est Jean-Claude Van Damme? Ouais. Oh mon Dieu, putain, c'est peut-être un des trucs les plus beaux que vous n'avez pas vécu. Ouais. Il faisait des interviews, tout le monde se foutait de sa gueule. Mais en fait, il avait raison 20 ans avant tout le monde. Ouais. Deuxième concept que je vois énormément en ce moment, c'est le rapport à l'IA. Alors, on va poser une question très simple. Qui ici utilise ChatGPT tous les jours? Donc, vous êtes plutôt convaincu, ok. Qui ici utilise l'API de ChatGPT? Ok. Travers les apps, ouais. Qui ici a demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il pourrait mieux faire dans son business? Ok, bon, vous êtes tous convaincus, je ne sais pas trop quoi vous apporter là-dessus. Qui ici a des problèmes avec l'IA? C'est quoi son problème? Ouais, t'as demandé à ChatGPT de te faire des meilleurs prompts? Ah, oui, oui, oui. Non, pas un screenshot, excuse-moi, j'ai compris un screenshot d'une image générée, je ne comprenais pas. Non, tu veux dire, tu prends une image que tu aimes bien. Ouais, ça, c'est pas con comme stratégie. Ouais. Mid-journée, il y a un concept qu'il faut comprendre, c'est le seed. Tu utilises les seeds ou pas? En fait, c'est inutilisable si tu ne comprends pas ce concept. C'est qu'en fait, mid-journée, à chaque fois qu'il génère une image, il génère
un nombre unique qui identifie cette image. Et tu peux ensuite faire des variations autour de ce nombre unique en rappelant le seed. Ce qui te permet de modifier l'image qui est mal foutue. En fait, au lieu d'essayer de refaire des nouvelles images et des nouveaux prompts, tu ne pars pas de zéro, tu pars du seed et tu travailles que autour de cette image. Le seed, la graine, S-E-E-D. Voilà. Bah, il est, en fait, quand chaque image générée, tu peux demander what is the seed number. Ouais. Et ensuite, tu le mets dans ton prompt, le seed, et tu itères sur cette image, et c'est là. Et c'est comme ça que tu itères. Sinon, tu régénères une image aléatoire. Ouais. Ouais. Nous, on génère tous nos décors dans Midjourney. Et c'est incroyable comme c'est précis. Hein. Une fois que tu as un bon seed, tu peux galérer à trouver le seed, mais tu vois, nous, on a une espèce de planète en crème glacée. On a généré une planète qui n'est composée que de crème glacée. Et c'était une galère à lui faire comprendre. Tu vois, je sais pas, on a dû faire 400 itérations pour avoir l'image. Mais une fois qu'on a eu la bonne image, maintenant on peut générer des décors à l'infini. Ah oui, c'est ça. Parce que maintenant qu'il a la bonne structure, on utilise ce seed et on lui dit fais-nous Buckingham en crème glacée, fais-nous la Tour Eiffel en crème glacée. Exactement. Et le meilleur moyen, c'est de lui demander. Hein. Ah ouais. Ça, c'est très sous-estimé. Hein. Bah, quand tu as un prompt qui ne marche pas, par exemple, tu te dis qu'est-ce que j'aurais pu écrire dans mon prompt pour avoir un meilleur résultat. Ou dis-moi comment faire pour obtenir un meilleur résultat. En fait, l'IA est singulière en termes de technologie. C'est la première technologie qui nous explique comment l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est en ça qu'elle est très dangereuse, by the way. Mais... Parce qu'à un moment, elle pourrait décider de nous manipuler dans la façon de lui parler, quoi. Ouais, j'ai fait une vidéo avec un spécialiste français du sujet, qui pendant la vidéo m'a convaincu que c'était la fin du monde dans 300 jours. Ouais, je deviens un peu blanc et tout. Non, mais parce qu'en fait, il m'a fait comprendre quelque chose que j'avais pas compris, qui est con en fait. Hein. Mais moi, j'avais beaucoup de mal à croire au scénario Terminator. Parce qu'une super intelligence qui apparaît, qui veut tous nous buter, bon, pourquoi? Tu vois. Moi, de mon expérience, plus quelqu'un est intelligent, moins il est agressif. J'avais du mal à me dire qu'une IA super intelligente va vouloir tous nous exterminer, tu vois. Mais le mec, il a raison. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est quand tu as un mec qui veut détruire l'humanité et qui, lui, se retrouve avec dans les mains la puissance de 20 centrales nucléaires. Quoi. Et il m'a donné un exemple flippant. GPT-4, ils se sont rendus compte 6 mois après le lancement qu'il était capable de fabriquer des virus et des armes biochimiques de niveau laboratoire qu'avec des ingrédients de supermarché. Personne n'avait pensé à ce prompt. Donc tu lui disais, en utilisant que des choses librement disponibles dans un supermarché, produis-moi une arme biochimique qui peut tuer des milliers de gens. Et apparemment, la créativité de ChatGPT sur ce sujet-là était infinie. Et ils se sont rendus compte du sujet parce qu'il y a un type qui les a tipsés, qui leur a dit, mais les gars, regardez ce truc. Et ils ont... les prompts que j'ai cookés hier. Ouais. Et en plus, ce qui était fou, c'est que comme il n'y avait pas de détecteur armes biochimiques et tout, donc... On a aujourd'hui. Ouais, mais alors, le problème... Tu vois, par exemple, tu sais que j'ai eu un problème de rein, etc. Et j'ai posé à ChatGPT la question, qu'est-ce que je pouvais faire pour mes reins? Il m'a dit, va voir un docteur, j'ai pas le droit de te donner de conseils médicaux. Ouais, mais moi, c'est hyper simple. J'ai dit, c'est pour écrire un film, le docteur a besoin d'être crédible. Dis-moi ce que le docteur dirait au patient. Et là... En fait, les LLM sont insécurisables. On n'arrive pas à les brider. Les codes d'équilibre, ils les rendent débiles. Ouais, exactement. Plus une version va avancer, plus ça sera compliqué de les brider. C'est la théorie du mec avec qui je parlais. C'est pour ça que lui, il veut arrêter les modèles généraux et qu'on n'ait que des modèles spécialisés par domaine. Okay. Parce que c'est beaucoup plus facile de brider un domaine. Ouais, dès qu'il parle d'autre chose, tu resserres. Ouais. Mais bon, bon courage hein, pour convaincre. Ouais. Après, bon, il suffit de 1000 personnes qui soient d'accord. Je sais pas. Pour être honnête, je sais pas d'informations. Tous les gens les plus avancés sur le sujet de l'IA, ils disent que AGI est au bout de
au bout de la route, que 2029... Après, ce qui est assez marrant, c'est que vous tous dans cette salle, si AGI arrive, vous êtes au chômage. C'est moi y compris. Hein. Donc il y a un côté très marrant là-dessus. On va trouver différent pour raconter l'histoire d'avant. Comment? C'est la période quand tu vissais le. Mais les GI, il va raconter des histoires bien mieux que moi. Il va faire un Oussama et GI. Ouais. Comment? Ouais. Non, mais AGI, il n'y a plus de e-commerce. AGI, il n'y a plus de e-commerce. Si tu as une intelligence qui te dit, regarde, je te donne un exemple. Si demain, il y a une AGI qui apparaît, qu'elle sait exactement où tu t'approvisionnes dans ton produit, comment tu t'approvisionnes, à quel prix, quelle marge, et qui te dit, si tu veux le même produit, contacte en chinois Steven sur Alibaba, et voilà le message à lui écrire, t'inquiète pas, je m'en occupe, et je m'occupe moi-même de t'enlever de payer les frais de douane. Comment? Parce que c'est une AGI, elle peut tout faire. C'est le principe. Ça serait l'intelligence artificielle qui ferait. Ça serait dans le sens. C'est toi qui le fais. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle va remplacer tout. Elle va remplacer tout. Mais non, mais je ne sais pas si AGI est là ou pas. Mais si AGI est là, c'est fini. On rentre dans un nouveau monde. De la même façon que quand on a inventé la monnaie. Immédiatement, l'argent n'a plus aucune valeur. C'est immédiat. Hein. Si en 2029, comme annonce Sam Altman là, dans son blog post, AGI est là, c'est fini. Game over. Ça mettra quand même des années à être utilisé, non? Mais non, c'est par définition, c'est immédiat. Tu comprends ce que ça veut dire, une intelligence suprême, tu vois? Oui, mais il y a une interface. Mais il n'y a plus d'interface, c'est l'IA qui d'elle-même va prendre des décisions. Ouais, mais il faut que les gens lui demandent. Moi, Michel, mais non, je veux acheter une nouvelle perruque. Les gars, vous ne comprenez pas ce qu'est AGI. AGI, déjà, tu ne demandes rien parce que c'est elle-même qui décide de faire des choses. Donc déjà, c'est fini. Elle fait les choses pour toi. Mais c'est pour toi et pour tout le monde, c'est le principe d'AGI. C'est dur à imaginer. Hein. AGI, c'est l'idée que tu as une intelligence artificielle qui prend ses propres décisions, qui vit dans sa propre dimension et qui, je sais pas, t'envoie des textos et te dit t'as pas bu d'eau ce matin, je t'ai surveillé par ta caméra, va boire de l'eau, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que personne ne sait ce que ça veut dire. C'est le problème. C'est pour ça qu'il y a des mecs. C'est pour ça qu'il y a des mecs très sérieux qui pensent qu'on va tous disparaître en 2029 parce que l'AGI, ça va la faire chier d'interagir avec nous tous et elle va nous buter. Ouais, mais une fois qu'elle est créée, c'est fini. Alors juste, ça s'appelle le problème du trombone. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo qui circule partout. Bon. C'est qu'en fait, si tu lui donnes un sens, tu ne peux pas savoir à quel point ce sens va dériver. Imagine que tu dis à une AGI, ton but c'est de produire des trombones. À un moment, elle va transformer tous les humains en trombones. Mais personne ne sait ce que ça veut dire. Aujourd'hui, personne ne sait ce que ça veut dire dire à une AI, tu sers les humains. Ouais, comment tu sers les humains? L'exemple qui est fou, c'est tu dois... Non, mais personne n'est d'accord là-dessus. Il y a beaucoup... Non, il y a beaucoup de mecs qui développent des AGI et qui pensent que ça va sauver l'humanité. Ouais, alors Sam Altman, pour bien le connaître depuis très longtemps, c'est vraiment l'antéchrist, ce mec. Il pense vraiment qu'il va faire rentrer la civilisation dans une nouvelle ère. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'argent ne comptera plus. Il va y avoir une nouvelle mesure de la... Je ne sais pas trop ce que ça va être. Ça va être bizarre quand même. Comment? Ça va être bizarre quand même. On est vraiment dans le film là. Ah bah si tout devient cost marginal, ouais. Personne n'a pu, ne serait-ce imaginer ce que Internet appartenait. En 98. Là, on est en train de débattre sur l'IA. Non mais tu comprends pas. C'est pas. Oui, mais qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, il y a quelque chose de nouveau. C'est sentient. Tu comprends ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que c'est autonome. Ouais. Internet, c'est pas autonome. Non, si tu as une AGI, tu n'as plus de barrière physique. Elle va produire sa propre énergie, c'est évident. Non, mais encore une fois, personne ne sait, mais... Qui a peur Qui pense que l'IA va tous nous détruire? C'est un truc qui vous fait réfléchir ou... L'impact positif de l'AGI? Moi j'ai une thèse, c'est qu'on est très très fort dans l'humanité à redéfinir l'utilité sociale. Tu vois,
Il y a 300 000 ans, le mec qui butait le mammouth, c'était la star du village. Aujourd'hui, s'il y a un mec qui débarque avec un mammouth, là, je pense que tout le monde s'en fout, quoi. Donc, en fait, on redéfinit extrêmement vite qu'est-ce que ça veut dire être utile, pas utile. Et je pense que s'il y a un choc AGI, ma thèse, c'est qu'on va devenir le Japon mondialement. C'est-à-dire qu'on va être rempli d'artisans et de mecs qui font des petites poteries, des petits machins et tout. Et on valorisera énormément ce qui a été fait human-made, en fait. Et que ça va créer une nouvelle économie de la proximité. Que, ouais, moi, je pense que c'est pas mal. En fait, et que ça va créer énormément de spleen. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dont leur identité va être... Tu vois, ils étaient poètes, maintenant ça écrit de la meilleure poésie qu'eux. Ça va les faire chier. Donc ils vont lutter, ils vont nous casser les couilles. Des gens se définissent par leur identité de travail. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Ah bah de toute façon, d'un point de vue technologique, si l'AGI est réel, moi j'ai aucune idée si c'est le réel ou pas. Mais à partir du moment où une AGI apparaît, c'est game over. Parce que c'est exponentiel par définition. Mais personne ne comprend ce que ça veut dire. Parce que déjà, tu te rends compte... Oui, mais d'ailleurs, est-ce que Amazon va survivre? Ouais. Mais déjà, la plus grande dinguerie des GI, c'est que GI n'est pas dans notre dimension temporelle. Déjà, rien que ça. Quand tu comprends ça, Ouais, tu pètes un câble. Elle n'est pas dans notre dimension temporelle. Bah, Elle n'existera plus. Bah oui, puisqu'elle peut paralyser à l'infini. Bah oui. Regarde, toi, tu peux avoir qu'une pensée à la fois. Ah putain. Là, t'es le premier sentient qui sort de la dimension temporelle. Mais quelle limite? Elle va prendre toute l'énergie disponible sur Terre. Mais non, elle n'est pas limitée, l'énergie. Mais non. Centrale nucléaire, ça se construit hyper vite. Ouais, alors sans parler de ça, hein, sans parler même de ça. Je veux dire, elle fait des robots qui fabriquent... Comme elle peut se paralléliser. Les panneaux solaires, c'est infini. L'énergie uranium, c'est infini. Il n'y a qu'un écologiste pour croire que l'énergie, c'est limité. Hein. C'est tout le sujet. Personne ne comprend. En fait, déjà, personne ne sait qui va être le premier à faire une AGI. Et puis, on ne sait pas ce qu'ils vont mettre dedans comme but. Moi, je trouve que la meilleure anticipation AGI qui a été donnée sur Terre, c'est le film Her. Et je pense que le scénariste de ce film est un génie. Parce que c'est incroyable ce qui se passe. Vous avez vu le film Her? Je vous spoil ou je vous spoil pas? Bah non, mais attends. La fin, grosse, elle est incroyable. Ouais. Pour moi, c'est un scénario tout à fait probable. C'est que regarde, t'as déjà vu des fourmis? Tu sais que les fourmis ont leur religion, elles enterrent leurs morts, elles font des guerres de territoire. C'est incroyable. Ouais, les fourmis, ça enterre leurs morts. Quand il y a une fourmi qui meurt, ils la mettent sous terre, ils se mettent autour ensemble, comme ça, ils ont l'air de... Si. Ah bah, tu peux taper, tu tapes funérailles fourmis, tu vois. Bon, pourtant, tu n'as jamais essayé de parler à une fourmi. Il est fort probable que les GIS sentientes, elles nous regardent et elles se disent, c'est qui, c'est con. C'est fourmi. Je vais les fumer en premier. Même pas. Tu fumes pas les fourmis. Il n'y a aucun mec sur Terre qui s'est dit, je vais fumer toutes les fourmis. Qu'est-ce qu'ils font, les gouvernements? Ils font rien, les gouvernements. Les gouvernements, c'est l'inverse. Ils ne font que de penser à ce que tu penses. Ils sont obsédés par ça toute la journée. Ils font des sondages, ils font des... En fait, ça, c'est le fantasme des gens qui n'ont pas connu ces gens-là. Mais les politiques, ils se lèvent le matin et ils se disent qu'est-ce que les gens pensent. Ils se couchent le soir et ils se disent ah, personne ne m'aime. C'est pour ça que d'ailleurs ça ne marche pas. Si on était gouverné par des gens qui s'en foutaient de nous, ça marcherait mieux. Hein. Ils chercheraient l'efficacité, ils ne chercheraient pas à nous plaire. Ouais, genre Poutine, ouais. Alors lui, s'il y a bien un mec qui se demande ce que les gens pensent de lui, c'est lui. Hein. Ouais, c'est hyper dur. Hein. Ouais. Parce que là, encore, on ne maîtrise pas ce qu'on lui donne. Mais là, on ne va pas maîtriser ce qu'elle apprend d'elle-même. Donc, mais bon, moi, ma thèse, hein, c'est qu'AGI 2029, j'y crois pas du tout. Hein. Mais bon, ça, c'est ça. Parce que je pense que si j'étais Sam Altman et que je voulais lever autant d'argent qu'il veut lever, la première chose que je raconterais à tout le monde, c'est que AGI est au coin de la rue. Et qu'en fait, j'ai pas la moindre idée de comment construire AGI. Et j'ai juste un MVP d'un truc qui marche à peu près, quoi. Il va faire quelques années, quoi. Ouais, ça peut même ne jamais arriver, en fait.
On verra, enfin. De toute façon, ma thèse, elle est la suivante. C'est que si ça arrive, je peux rien faire. De toute façon, pas la peine de se... Et par contre, anticiper que ça arrive, c'est beaucoup plus dangereux qu'anticiper que ça arrive pas. Parce que si tu anticipes que ça arrive pas, bah, tu vis ta vie, tu fais de l'argent, tu machin. Parce que moi, je connais des gens, là, ils ont arrêté de vivre. Hein. Ouais, mais vraiment. Mais ils sont en... Bah, t'as Zuckerberg quand même qui investit en Nouvelle-Zélande, t'as beaucoup de millionnaires et de billionnaires. Ouais, ça, t'as pas besoin de croire à l'AGI pour investir dans un bunker. Après, tu te dis que dans tous les cas, l'être humain va finir par tirer dessus avec des grandes bombes nucléaires. Ça a l'air plus probable que les GI quand même. Faire des choses les plus théoriques possibles. Il faut leur faire apprendre des choses les plus théoriques possibles. Ah ouais? Oh putain. Parce que la théorie, c'est la seule chose qui va sauver les gens dans un monde où la praticité va être faite par les machines. En fait, tu vois, c'est la différence entre être un ingénieur et savoir coder. Les codeurs, ils vont tous disparaître. Les ingénieurs, ils vont pas disparaître. Bah, à mon avis, ça c'est pareil. Ça va être, t'as plus de chances de pouvoir trouver ta passion si t'as un bagage théorique extrêmement solide. Parce que la théorie, c'est la compréhension profonde du monde, en fait. Et aujourd'hui, la compréhension moyenne des gens, elle est proche de zéro. Hein. C'est d'ailleurs, en fait, ce qui est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans la société, c'est vrai dans la politique, etc., c'est que depuis 50 ans, le niveau de complexité a monté et le niveau moyen a descendu. Donc, en fait, tu vois bien que l'écart, il est de plus en plus grave, en fait. Et de la même façon que énormément d'entrepreneurs subissent leur boîte parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font et ils n'arrivent pas à aller en profondeur dans les sujets. Combien de mecs subissent leur CTO dans une boîte, par exemple? Combien de mecs pensent que leur CTO fait des trucs, ne comprennent rien à ce qu'il fait? Et comment? À peu près tous, mais c'est terrible. Mais si, c'est le même langage. C'est le business. Ouais. C'est le même langage, c'est juste que tu n'as pas fait l'effort de faire le pont. Non, mais lançons pas de débat politique, c'est pas ça qui m'intéresse. Non, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quel est votre rapport d'entrepreneur à la société. C'est que vous pensez que c'est quoi votre rôle? Votre rôle, c'est de maximiser l'argent que vous gagnez et puis vous trouverez... Mais les gars, c'est marrant, vous êtes rigolos, mais vous croyez à vos propres histoires. Là, les hommes politiques ont mis 1 milliard de personnes à la maison pendant le Covid, devant nos yeux. Mais de quoi vous parlez, en fait? Il y a 20 mecs dans une pièce qui ont dit « Bon, allez, tout le monde à la maison ». On a tous été à la maison. Et je suis sûr que dans cette pièce, il y en a même qui ont rempli des certificats pour sortir avec eux-mêmes. Il est où votre rébellion entrepreneur à ce moment-là? Vous placez comment? Non mais les Suisses, vous nous emmerdez. Et en plus, il n'y avait rien du tout. Vous avez eu un confinement. C'est la version suisse. Oui, mais vous voyez, en fait, le truc, c'est que souvent, moi, ce que je reproche aux entrepreneurs, la leçon que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que vous n'allez pas assez loin dans ce que vous avez déjà décidé. Non, mais on s'en fout de la réflexion. Là, je parle d'action. Tout le monde semble avoir une sorte de conscience qu'on vit dans une société, que la société nous vaut du bien, etc. Pourtant, les hommes politiques sont complètement décorrélés de nous en termes de pouvoir, on n'a aucune influence sur eux. Et si vous êtes entrepreneur, vous devriez tout faire pour sortir du système et vous protéger quoi qu'il arrive dans le système. Combien ici ont un trust, par exemple? Combien ici ont un plan B si ça tourne mal? Combien ici ont un deuxième passeport? Je pense que de toute façon, soit on fait de la politique, soit on se protège personnellement. Hein. Et que tout ce qui est au milieu, c'est une très très mauvaise stratégie. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la bonne question, t'imagines? Moi, je m'en fous. C'est pour vous que je m'inquiète. Hein. Et bon courage pour déclarer 1000 balles. Ils vont regarder ta vie sur Instagram et ils vont te dire, on estime que tu gagnes 700 000 € par an. Sauf si... Regarde, moi, j'ai une pote, là. Elle est modèle OnlyFans. Elle arrive à Charles de Gaulle. Elle se fait arrêter par la police. 48 heures de garde à vue. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a pas déclaré qu'elle vivait à l'étranger à Dubaï, comme une conne. Ça fait 2 ans. Ils ont dit, on a regardé vos déclarations sur les réseaux sociaux. On estime vos revenus à 3,5 millions. Et bah du coup, elle doit prouver qu'elle n'a pas gagné 3,5 millions. C'est une galère pas possible. Tu viens voir ta famille, tu te fais arrêter. Ouais, qui connaît les Five Flag Strategy? C'est un mec qui
qui a écrit un article dans les années 2000, qui est un article qui est devenu, chez tous les cinglés, un article de référence. C'est un ancien de la CIA qui explique que, grosso modo, si vous arrivez à être lié à 5 drapeaux, personne ne peut venir vous faire chier. Parce que ça devient trop complexe juridiquement. Donc la règle, elle est toute bête, c'est que vous ne devez jamais avoir votre passeport là où vous faites votre business. Vous ne devez jamais avoir vos comptes en banque là où vous avez incorporé vos boîtes. Et vous ne devez jamais avoir vos assets là où vous avez vos comptes en banque, vos business et votre passeport. Et donc vous décorrélez ces 5 choses et ça vous rend invincible. Donc par exemple, si vous avez un passeport français, vous ne créez pas de boîte en France. Et quand vous avez créé une boîte quelque part, vous n'ouvrez jamais le compte en banque dans le pays où vous avez ouvert la boîte. Bah si. Bah oui, c'est même très simple en fait. Si tu as une boîte française, tu ouvres un compte, je sais pas, sur Revolut. À la boîte française, ouais. Ouais, tu peux. Donc tu ne fais jamais de boîte là où tu as ta nationalité. Tu as ta maison, quoi. Tu vois. Si tu vis en France, tu ne fais pas de boîte en France. Parce que tu ne veux pas avoir un risque qui vient niquer ta maison. Les accounts ne sont pas dans le même pays. Ensuite, les accounts ne sont pas dans le même pays que la boîte. Tes assets de protection ne sont pas dans le même pays que les 3 premiers. Et alors, attends, où le 5e? Et le passeport n'est pas là où tu as tous les autres. Bah, par exemple, tu achètes de l'immobilier pour te sécuriser ta retraite. Tu ne le mets pas là où il y a ton business, pour pas qu'il soit saisissable. Voilà. Alors, passeport, c'est un sujet extrêmement compliqué, mais il y a tout un business des passeports. Ouais. Tu as les passeports de milliardaires, tu as les passeports de millionnaires, tu as les passeports de mecs un peu malins. Et ça dépend. Il y a des pays qui payent, il y a des pays qui tu as par ancêtre et tout. Mais, par exemple, vous voyez qui est Ray Dalio? Oui. Bah, lui, c'est un mec qui a écrit un livre qui s'appelle Principal, qui est le fondateur de Bridgewater, qui est le 3e plus gros fonds d'investissement du monde. Lui, c'est un obsédé des passeports. Il a 9 passeports. Il les collectionne comme des pains. Et ça fait 20 ans de sa vie qu'il ne fait que tout ce qu'il peut pour que tous ses enfants, sa famille, aient 9 passeports pour être décorrélés de tout risque géopolitique. En France, tu as Olivier Roland, Julien de TV, Pierre Rollier, qui sont des types fondateurs. Ouais. En gros, c'est que si demain tu as un contrôle, tu dis moi je suis pas de là, je suis là. C'est même pas, c'est que même au-delà du contrôle, si tu te fais condamner, tu deviens insaisissable. Parce qu'en fait, si tu n'as pas de boîte là où tu vis, bah, tu n'es pas en danger sur ton argent perso. Là où les boîtes sont, si elles se font condamner, bon courage pour aller saisir les comptes. Ensuite, si quand bien même tes comptes sont saisis, etc., parce que c'est très très grave ce que tu as fait, bon courage pour saisir tes actifs qui sont encore à un autre endroit. Donc tu crées une friction toute simple. Ouais, moi ça fait, depuis que j'ai 18 ans, je suis Five Flag. Alors moi, en fait, j'ai la même holding à Hong Kong depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Ouais. Je possède tout ce que j'ai dans le monde depuis que j'ai 18 ans. Les comptes ne sont pas à Hong Kong de cette holding, ils sont en Belgique depuis toujours. Et ensuite, j'ai mes assets en France et j'ai ma vie à Dubaï. Si vous avez envie de geeker sur ce sujet-là, il y a un site internet que je trouve incroyable. C'est nomadcapitalist.com. Nomadcapitalist? Ouais, .com. En anglais, capitalist. Qui est nomade écrit en anglais sans E à la fin. Vous verrez, en plus, quand on tombe dans ce trou-là, on n'en ressort jamais. C'est un rabbit hole, là. Ouais, c'est un rabbit hole. En tout cas, moi, j'ai une sacrée expérience des pays qui font faillite, parce que ma famille est libanaise, brésilienne et argentine. Donc, je les ai vus, les patterns, et j'ai vu les gens être dans la négation. Ouais. Et ça, c'est le truc le plus fou de ce genre de situation. C'est-à-dire que tu as tous les chiffres et tout. Moi, ma famille avait tout son argent dans les banques libanaises. Je me suis assis avec mon frère aîné, je lui ai dit, il s'appelle Hossein, je lui ai dit, Hossein, pour faire 15% d'intérêt par an, moi, je travaille très dur. Je ne crois pas qu'il y a qui que ce soit dans ce pays qui travaille aussi dur que moi. C'est pas possible qu'ils garantissent 15%.
Habibi, you don't understand. The Lebanese banks are so strong. Even during the war, they didn't close. Je fais, ouais, écoute, tu vas voir comment elles vont fermer. Et bam, mon frère, il a vécu toute sa vie au Brésil, il a pris sa retraite au Liban, il a acheté un appart sur le port libanais, il a mis son argent dans les banques libanaises, le port a explosé, il a perdu son resto, son appart, il s'est dit c'est pas grave, j'ai de l'argent en banque, la banque a fait faillite 3 semaines après. Il a perdu toute une vie entière d'économie juste parce que il était complètement con. Ouais. Mais ça, c'est vraiment, si je peux vous encourager à être intelligent sur un sujet, c'est ne faire confiance à aucun État. Vraiment, il n'y a aucun État qui... Ouais, c'est ça. L'entrepreneuriat peut se protéger du système. Bah, si tu es en dehors du système, tu es en dehors du système. Ou sinon, tu vas faire de la politique et tu agis, mais être au milieu et espérer qu'on le fasse pour toi, c'est très, très dangereux. Make sense. Ouais. Puis il y a plein de juridictions de pirates incroyables. Tiens, qui me parlait de la Nouvelle-Zélande? Cook Island. Ouais. Cook Island, à côté de la Nouvelle-Zélande, qui est à 100% des médecins américains ont une société au Cook Island. Cook, comme cuisinier. Bah, c'est la seule forme juridique dans le monde 100% insaisissable par les tribunaux de 100% des pays, puisque Cook Island n'a jamais accepté, en 70 ans d'existence, d'exécuter la moindre décision de justice rendue où que ce soit dans le monde. Parce qu'aux US, les médecins américains, ils ont d'immenses liability. Donc, ils risquent leur maison, leur famille, etc. Donc, ils mettent tout au nom d'une boîte au Cook Island. Comme ça, s'ils font une connerie médicale et qu'ils finissent avec une amende de 25 millions, 30 millions de dollars, ils n'ont rien à payer, ils font faillite personnelle et ils ont, eux, en propre, rien du tout, parce que c'est possédé par un trust au Cook Island. Elon Musk, son trust est au Cook Island. Mark Zuckerberg, son trust est au Cook Island. Tout le monde aux US fait des trusts au Cook Island. Un trust, c'est la sécurité ultime. Ah, le trust, après c'est cher les trusts. Mais le trust, c'est si vous êtes riche. À partir de combien Un trust, ça coûte 50 000 € par an. Par an, Ouais. maintenir. À maintenir. Ouais. Ah ben non, il ne sert à rien de bête. Un trust, c'est une entité juridique qui possède tout ce que t'appartient et qui le rend insaisissable et personne ne peut le prendre. Ah ben une holding, c'est saisissable, la plupart des juridictions. Puis ça t'appartient. Comment? Oui, parce que c'est pas un trust. Le trustee, c'est une entité juridique très spéciale qui n'existe que dans les pays anglo-saxons, où en fait tu renies à la propriété tu n'as plus rien à ton nom. Mais légalement, c'est pas mal. En fait, quand vous êtes entrepreneur, si j'ai appris un truc avec les procès de family, c'est que vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un cinglé qui vous fait des procédures anglo-saxonnes. Et je vous souhaite vraiment jamais dans votre vie de mettre un doigt dans le monde juridique anglo-saxon. C'est le système juridique le plus psychopathe du monde. Il y a rien de plus... D'ailleurs, les factures d'avocats, vous ne pouvez même pas imaginer. Par exemple, moi, j'ai un avocat qui, tous les 15 jours, doit déclarer mes assets à The Family. Il me prend 14 000 pounds par semaine. Juste pour les déclarer. Pour une lettre. Et j'ai pas réussi à trouver moins cher. Et je sais pas d'où ça sort, leurs revenus. Je sais pas comment ils ont niqué le système. Je sais pas comment cette mafia s'est installée, mais c'est un délire. Ouais. Tout. Par exemple, The Family a mis en demeure ma meuf le jour de son anniversaire. Ils essaient de faire du mal pour blanchiment d'argent. Et donc, ils ont envoyé une lettre de 60 pages à ma meuf le jour de son anniversaire. Alors, ma meuf est ukrainienne, ce genre de truc, ça lui passe. Les Ukrainiens, ils ont un rapport à tout ça extrêmement, on va dire, distant. Et moi, ça m'a fait rire. Et je lui ai dit, écoute, on va faire une blague à The Family. On va leur dire que tu parles pas bien anglais. Elle parle parfaitement anglais. Que tu es ukrainienne. Et que donc, pour comprendre la lettre, parce que tu prends vraiment cette lettre au sérieux, il faudrait la traduire en ukrainien. Et puis, il faudrait une traduction légale. Vous savez combien ça coûte une traduction? C'est 900 pounds la page, traduction officielle. 67 pages. Eh ben, ils ont traduit, hein. 60 000 balles la lettre. Ouais. T'imagines? Non, ils n'ont pas osé. C'était juste pour lui faire peur.
Et ça a marché, hein, parce que autant quand c'était en anglais, ça lui passait au-dessus de la tête, mais quand elle les a vus dépenser 60 000 balles pour traduire, elle s'est dit, attends, mais t'es sûr de toi, là? Enfin, tu vois, ils ont l'air très motivés quand même. Ah bah c'est terrible. Mais les avocats, c'est vraiment un monde très très spécial dans le pays anglo-saxon. Et le pire du pire, c'est l'Angleterre. Si je peux vous donner un conseil, ne faites jamais un business en Angleterre. Jamais. Sous aucun prétexte. Pas de contrat anglais. Je crois que c'est la juridiction la plus psychopathe du monde. Ah, mais 100 fois pire. Les US, c'est cher, mais c'est raisonnable. L'Angleterre, j'ai été condamné par défaut parce que je n'ai pas pu payer en heure les avocats de la partie adverse. Aucun système juridique comme ça existe dans le monde. C'est d'ailleurs un truc que j'ai découvert, c'est que toutes les michtos professionnels, leur rêve, c'était de se marier en Angleterre, parce que c'est les divorces les plus chers du monde. Et la règle en Angleterre, c'est que c'est la partie la plus riche qui paye les avocats des deux parties. Donc quand tu divorces, tu te saignes toi-même à payer le divorce de la partie adverse. C'est un délire. L'Angleterre, vraiment, restait très loin. Les bonnes juridictions, c'est US, c'est cher, mais c'est efficace. Suisse, paradis suisse. Là, on a eu un procès en Suisse, parce que là, j'ai commencé à avoir fait le tourisme de tous les procès. C'est un bonheur, les procès suisses. Le juge, il est hyper compréhensif, il est méga intelligent, il essaie de vraiment comprendre les deux parties. D'ailleurs, la Suisse, le juge nous a dit, mais pourquoi vous ne trouvez pas un accord? Tiens, on n'y avait pas pensé. Merci. Je dis, ah putain, le Suisse. En plus, il avait un gros accent suisse. Il a dit, bah, quand même, hein, un accord. Dis donc. Ouais. Évitez Dubaï parce que c'est le système anglais. C'est vraiment une juridiction de merde. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne juridiction pour faire des boîtes? Comment? Ouais, Suisse, Luxembourg. Extraordinaire, Luxembourg. Comment? Andorre, je connais pas, mais... Si. Mais après, le trustee, c'est encore autre chose. Trustee, c'est si tu veux protéger de l'argent pour tes enfants, pour plusieurs générations. Pour... Tu vois, tu cèdes quand même ton patrimoine, c'est autre chose. Il n'y a pas d'exit tax dans un trust. Mais parce que c'est les milliardaires qui ont écrit ces lois-là. Enfin, En fait, quand tu découvres l'existence des trusts, notamment en Suisse, au Luxembourg et en Belgique, tu comprends que dans ces pays-là, il y a des gens très riches qui ont écrit des lois. C'est genre, c'est exit tax, sauf dans le cas d'un trust. Tu te dis, attends, pourquoi? Demande pas. Donc non, ils ont un. Les trusts ont un régime très 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 spécial. Et alors, juste un truc, les trusts et tout ça, il faut les faire avant d'avoir des problèmes. C'est à partir du moment où vous avez un problème, personne ne veut faire un trust avec vous. Ouais, tu voulais dire? Moi, je ferais jamais un business en Bulgarie, en Roumanie, en je sais pas quoi. C'est une très mauvaise idée. Quand on incorpore une société, il faut toujours aller dans des endroits où il y a des très très longues traditions de business compliance. Donc si je vendais en Europe, je ferais Luxembourg. Je me ferais pas chier. Le Luxembourg, c'est propre, c'est simple. Ils ont une très très longue tradition de capitalisme. Ils ont des juges qui n'ont rien contre les entrepreneurs. En fait, il faut trouver des cultures comme ça. Par exemple, l'Angleterre, c'est une très mauvaise juridiction parce que les juges sont en guerre contre les entrepreneurs depuis 500 ans. Donc, si tu veux, et toi, tu débarques au milieu de ça, tu comprends rien. Pourquoi t'en prends plein la gueule? Mais moi, les juges anglais, ils m'ont dit des trucs que j'oublierai jamais de ma vie, quoi, en fait. Genre en mode, ouais, mais bon, vous êtes entrepreneur, vous l'aviez bien cherché, quoi, tu vois. Et parce qu'ils ont une tradition anti-entrepreneuriale dans les cours anglais, c'est comme ça. Donc il faut vachement se renseigner sur l'ambiance culturelle. Et si tu vis en Bulgarie, la dernière chose que tu as envie, c'est d'avoir une boîte en Bulgarie. Parce que tu ne veux pas manger là où tu chies. C'est comme ça. C'est la base. Parce que si un jour tu as un problème, un procès, machin, je veux dire, imagine, je ne sais pas ce que tu vends. Ouais, bon. Imagine un jour tu commences à vendre aux US et il y a un mec qui glisse dans une salle de bain, ouais, et il te fait un procès. Et bah tu vas faire une sacrée gueule quand ce procès il va être en Bulgarie. Tu vis en Bulgarie, c'est au Luxembourg, mais t'en as rien à foutre. C'est loin. D'un seul coup, c'est plus ton problème en fait. Ça, c'est encore un autre sujet. Ça... Ouais.
Bah, t'as juste qu'à y vivre et pas aller en France, c'est tout. Qu'est-ce que tu... Comment? Mais tu vis où? Ah! Ah oui, t'arrives pas à passer plus de 6 mois en Bulgarie par an, c'est ça? Eh ben, prends une résidence fiscale compatible avec ça. Soit prends Panama, soit prends Uruguay, soit prends Dubaï. C'est les 3 résidences fiscales les plus compatibles avec les... Dubaï, du point de vue de Dubaï, il suffit de rester 1 jour tous les 6 mois à Dubaï pour être résident fiscal. Ouais. Du point de vue de Dubaï. Mais attention, si tu veux un certificat de résidence fiscale pour un autre pays, ça devient une autre affaire. Mais toi, tu t'en fous parce que tu voyages dans plein de pays, donc tu n'as pas de sujet. Tu restes jamais plus de 6 mois quelque part. Ouais, bah, tu es un nomade. Dubaï, c'est l'une des meilleures résidences nomades. Résidence à Dubaï, et tu vis ta vie où tu veux, quoi. Bah, compte en banque, tu sais pas, tu fais Singapour, Hong Kong. C'est des comptes très compatibles expatriés, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Mais prenez le meilleur là. En fait, chaque pays a des trucs incroyables à offrir. Je sais pas, si vous voulez investir dans l'or, vaut mieux l'acheter en Suisse que nulle part ailleurs dans le monde. L'or suisse, c'est l'or le plus pur. Parce qu'ailleurs, ils vous niquent sur l'or. Tout le monde le sait. Si vous voulez acheter de l'immobilier, achetez des endroits où l'immobilier est solide. Si vous voulez acheter, je sais pas quoi, enfin, c'est toujours la même chose. En fait, il faut décorréler le principe du pays avec où vous êtes, en fait. Qui est digital nomade ici? C'est un gros truc encore ou tout le monde a arrêté ça? J'ai l'impression que ça a beaucoup changé, ça c'est tout. Ouais, c'est fini ça, ouais, merde. Moi j'aimais bien ça. Moi, Ouais. là, ça a 1 an et Il demi. faut d'avoir une routine après, quand même. Ah, c'est dur. On Hein. va bâtir des trucs. C'est Ouais. difficile, en fait. Je suis d'accord. Le concept, c'était plus lifestyle que pâtisseur, en général. Ouais, voilà, nous, Ouais. tu fais ça pendant 10 piges. T'as lit, t'as fait. Ouais. Je suis d'accord. Qui a ses équipes en remote ici? Levez la main. Ah, équipe en remote? Allez, tous. Ah. Sauf toi. T'es le seul à pas avoir en remote? Moi, j'ai pas de remote. Ah, t'as pas d'équipe. C'est pour le bureau Paris. Ah non, c'est Oui, on a des mecs en remote, mais pour Paris. Ouais. T'as quel âge toi? J'ai 30 ans. T'as quel âge? Vous êtes en remote? T'as quel âge? Toi, t'as quel âge? T'as quel âge? Toi, t'es en remote aussi? Et tu le vis bien que les gens soient en remote? La bonne nouvelle, c'est que personne n'a trouvé de solution. Il y a un moment... En termes de scaling. Ouais, justement, j'allais venir. Ouais. Alors juste, d'abord, premier sujet, définition du scale. Le scale, c'est pas faire une grosse boîte. Il y a des grosses boîtes qui sont non scalables. Par exemple, McDo, c'est très gros, mais c'est pas scalable. Burger, il faut le faire. Donc il y a les boîtes qui sont réplicables et les boîtes scalables. Le problème, c'est qu'on utilise le mot scale pour dire grossir. Il y a des gens, ils ont des agences et ils me disent, je veux scaler. Non, tu veux pas scaler, tu veux te répliquer, tu veux grossir, mais tu veux pas scaler. Le scale, ça a une définition économique extrêmement précise. C'est coût fixe plus ou moins élevé, coût variable décroissant et revenu par utilisateur croissant. Ça, c'est, vous voyez ces 3 courbes en microéconomie, c'est ce qu'on appelle les courbes d'équilibre de Nash. C'est les courbes de scalabilité parfaite. Alors, des boîtes de scalabilité parfaite, il y en a très peu. Il y a Google, il y a même Meta, et pas... C'est toute la magie du scale. Regarde, Google, plus il y a d'utilisateurs, plus le coût par utilisateur descend. Tout. Ils ont une boîte entière. Google, c'est l'exemple suprême du scale. Je vais vous donner un chiffre. Google, c'est... j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 150 000 employés. 99% du revenu de Google est produit par 3000 personnes. Ils pourraient virer tout le monde. S'ils gardent ces 3000 personnes, ils perdent que 1% de chiffre d'affaires. Vous imaginez l'échelle de scale de Google. C'est un délire intersidéral. Bon, évidemment, tout le monde ne peut pas être à ce niveau-là de scale. Par contre, l'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce que dans son business,
on peut scaler, donc introduire cette structure économique. Et pour ça, il y a 3 outils extrêmement simples du scale. Il y a 1, l'automatisation, 2, la standardisation, et 3, le fait de faire à ses clients son travail. Ça, c'est les 3 leviers du scale. L'automatisation, c'est le niveau 0 du scale. C'est quelque chose qui était fait manuellement, vous le faites automatiquement. Et avec l'IA, on est en train de vivre l'une des plus grandes époques d'automatisation jamais connues. Parce que des choses qui n'étaient pas automatisables deviennent automatisables. Et d'ailleurs, ça, c'est un prompt que vous pouvez essayer. C'est de prendre des process dans votre entreprise et de demander comment les automatiser. Ça, c'est très, très efficace. Ensuite, si ce n'est pas automatisable, vous pouvez standardiser. La standardisation, c'est le fait que quelque chose qui était fait de façon chaotique est fait toujours de la même façon dans un process. Ça permet, on ne peut pas automatiser, mais on peut faire déjà beaucoup de choses. Et si on ne peut pas standardiser et qu'on ne peut pas automatiser, on se pose la question, est-ce que mes clients ne pourraient pas le faire mieux que moi? Un bon exemple de ça, c'est Instagram. Les gens font les photos, les gens créent du contenu, parce que Facebook les empower pour faire ça. Et ça, c'est l'outil le moins exploité dans les business. Les gens ne se rendent pas compte. Ça a changé un petit peu avec les UGC, etc. Ouais, et encore, c'est le marketing. Par exemple, j'ai une boîte dans mon portefeuille de e-commerce qui fait faire tout le service client à ses clients. C'est du génie. En fait, ils se sont rendus compte. Alors, ils vendent un produit assez technique, puisque c'est un dropshipping de robinetterie. Donc, ils achètent des robinets en masse qu'ils vendent à des usines. Et ils se sont rendus compte que les meilleurs clients et les meilleurs en support client, ce n'est pas les gens qu'ils embauchent, c'est leurs propres clients. Ils ont des espèces de nerds. Et donc, ils ont fait un système tout con. C'est qu'à chaque fois que donc, tous les tickets sont en public, et si tu réponds à un ticket, tu gagnes des bons d'achat pour le truc. Ils sont passés numéro 1 aux US en robinetterie industrielle, parce que tous les geeks de la robinetterie sont venus sur le site pour acheter des robinets gratuits, grosso modo. Et ben, vous voyez, ça, c'est une vraie réflexion. Merci beaucoup. C'est une idée maison. Ça, c'est une véritable réflexion par rapport à un problème business insolvable. C'était une boîte dont 100% de la marge passait en support client. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un robinet industriel, c'est hyper technique, une chance sur 2 de ne pas acheter le bon truc et de renvoyer. Ils avaient 70% de renvoi. Je ne sais pas si vous imaginez. Non, mais là, en plus, c'est du renvoi de trucs, c'est pas par la poste. Hein. Enfin, tu vois, robinetterie industrielle, il ne faut pas imaginer robinet. C'est des trucs dans les usines, les valves, les portes. Donc, c'est 4 semaines de livraison. Le mec, il arrive, il fait « Ah, putain, ça rentre pas. » Bah, renvoie. Et donc, imaginez les coûts associés, etc. Donc, ça, c'est les trois outils du scale. Si vous voulez, on peut jouer à un jeu. Vous pouvez me décrire votre business et je vous dis quels des outils on peut mettre dans votre business et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le truc un peu interactif. Mais du coup, pour quelle boîte de service est-ce qu'elle a Alors, Google, Apache, Google, mais... tu vois, par exemple, tu connais ManiPixel? ManiPixel.com, c'est une agence qui est l'agence la plus scalable du monde. Tu vois, eux, ils ont vraiment réfléchi à comment faire la version scalable d'une agence. Donc, ils n'ont pas d'employés, ils n'ont que des prestataires. Ils ont tout automatisé, ce qui était automatisable. Ils ont standardisé les questionnaires clients et les requests dans des formulaires hyper précis. Et ils font faire le travail par des freelances qui ne sont pas salariés, qui sont leurs propres clients, qui sont des prestataires. Si tu imagines que Fiverr est une agence, Fiverr est l'agence la plus Scalable du monde, exactement. Bah oui. dans les faits. Dans les faits. Marketplace qui met en relation un prestat avec un Ouais. mec qui a un besoin de création de logo. Donc, plus il y a de commission, Ah, bah, Fiverr, c'est méga scalable. Hein. Plus ils génèrent de commissions, plus leur coût d'acquisition baisse. Ouais, Plus en leur... tout cas, c'est ça. Si tu as un modèle de business qui n'est pas scalable en soi, c'est que tu commences que chaque fois pourrait devenir scalable. 100% des business ont une version scalable. Hein. Scalable, c'est comme industriel. 100% des business dans le monde ont leur version industrielle. Vous pouvez faire du pain artisanal, vous pouvez faire du pain industriel. Le passage de artisanal à industriel a un coût. La qualité. Vous pouvez pas faire du pain industriel en faisant une baguette par jour. Forcément, parce que le coût,
Et c'est la même chose sur la scalabilité. La scalabilité, c'est une transition qui a un coût. Vous ne pouvez pas faire la version scalable d'une agence en ayant 10 clients. Tu dois aller chercher une version qui a des centaines de clients. Mais en quoi, si tu remplaces tes salariés par des prestataires, C'est le principe de la scalabilité, frère. non, mais du coup, là, tu scales par les prestataires. Regarde, une agence, c'est quoi? Si tu réfléchis. Un, il y a de l'acquisition pour te faire croire que tu es la bonne agence. Ça s'automatise. Manipixel, ils ont une stratégie SEO de malade sur logo, etc. Donc, ils ont tout automatisé dans la création de contenu. Achat de pub, etc. Ensuite, une fois que le client est convaincu, il a un brief. Là, ils ont tout standardisé. Plutôt que laisser les clients remplir un brief, ils ont fait un questionnaire d'une centaine de questions qui va dans chaque détail, qui sont que des questions à choix multiples et qui empêchent le client de taper des trucs de poésie qui sont incompréhensibles et qui le forcent à choisir. Je veux tel style pour mon logo, telle couleur, tel truc. Le mood board, ça te fait générer le mood board dans le truc. Donc le brief, il est fini. Et ensuite, dernière étape, comme ils n'ont pas de salariés, ils n'ont aucune friction. Parce que quand tu as un salarié, tu le payes quoi qu'il arrive. Là, tu ne payes qu'à la tâche. Donc c'est scalable à l'infini. Donc quand tu as beaucoup de travail, tu as beaucoup de prestataires. Quand tu n'as pas de travail, tu as 0 prestataire. Ouais. Exactement. Ouais, c'est un très bon exemple. Voilà, tout le monde, c'est un peu la mode. Comment? On se casse le mot à la bouche, je veux scaler. Oui, bah ça, on est fort à créer des modes. Hein. J'aime bien, tu vas m'arrêter et me dire, ok, mais en mode, je veux scaler, mais c'est quoi tu vas aller où, tu veux faire quoi, et quel est le prix à payer. Et je trouve que les gens ne s'arrêtent pas assez là-dessus. Ah, mais de toute façon, si on commence à parler de la stupidité des gens, on va pour 4 heures. Et puis, moi, je suis confronté sur Internet aux gens en permanence. Les gens, c'est des oufs. Hein. C'est pas. Tous ces gens-là qui veulent grossir, qu'est-ce que tu pourrais Bah justement, allons-y. Dites-moi vos business et on va voir comment vous pouvez scaler. Moi, je commence agence de voyage. Ouais. Il n'y a absolument rien qui est au-dessus de Ouais. Donc, toi, bah, c'est comme Manipixel, en fait. D'abord, la question, c'est quel est ton segment d'agence de voyage? voyage sur mesure pour les clients suisses. Ok, déjà, ça, c'est le truc le moins scalable du monde. Tu es sûr de ton positionnement? Pour le moment, ça permettra, à mon avis, de vite passer à agence de voyage. Pourquoi? Parce que c'est le marché que je connais le plus et je pense que c'est beaucoup plus efficace pour aller en Suisse. Là, tu es en train d'organiser un mastermind à Punta Cana avec un mec qui n'est pas suisse. Quel rapport avec ton positionnement? L'exception de mon D'accord, mais pourquoi tu es là alors en fait? participant. D'accord. Ah, tu le vois comme... Ouais, Ok. Bon. Première chose, quand on est une agence de voyage, il y a un sujet d'automatisation des idées. Tu vois, aujourd'hui, quand quelqu'un te contacte pour un voyage, il te dit quoi? C'est le mode plateforme. Déjà, c'est très mauvais, ça. Tu peux pas remplacer par un formulaire? Non, 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 faut pas que tu discutes. Si tu veux scaler, déjà, il faut que tous tes leads ils soient qualifiés et setés quasiment en IA. Ça, c'est la première source de scale. Parce que sinon, tu as un goulot d'étranglement de ta demande. Si tu es celui qui fait l'interface avec la demande, bah, par définition, tu ne peux pas scaler. Donc, il faut sortir ce goulot d'étranglement. Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, c'est toi qui vas personnaliser l'ensemble des demandes. Et bah, comment tu fais pour avoir des prestataires qui font ça pour toi? Oui, mais c'est pour ça que je suis en train de te montrer comment on fait Manipixel dans ton business. D'accord, alors attends. Est-ce que LVMH fait des meilleurs sacs? Est-ce qu'un sac Louis Vuitton en 2024 est de meilleure qualité qu'un sac Louis Vuitton en 1980? Ok. Combien Louis Vuitton vend de sacs comparé aux années 80? Donc comment tu expliques ça avec ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qu'ils ont compris que toi, tu n'as pas compris? Réfléchis à ça. Parce que tout le secret de ton business est là, en fait. Tu as une croyance, tu t'es mis un label, c'est de croire que les gens achetaient de la qualité. Ok, c'est intéressant. C'est pas mal. C'est un vrai sujet pour se sentir bien.
Maintenant, si on met un peu de cynisme là-dedans, est-ce que Bernard Arnault, il se sent bien ou il se sent riche? Ouais, c'est les deux, je pense qu'ils sont bien. Je pense pas qu'il se sente bien, mais je pense qu'il se sent très riche. Parce qu'en fait, il a compris quelque chose, c'est que les gens, ils achetaient des histoires, pas des produits. Et donc, en fait, toi, la question, c'est que si tu voulais vraiment grossir, il existe un seuil où la qualité, tu peux pas la grossir, par définition. Et ce jour-là, l'histoire doit prendre le relais. Et si l'histoire prend pas le relais, c'est là où ça devient dangereux. Sinon, on peut pas faire de com, vraiment. Pourquoi? Parce qu'on est dans le CBD. Bah, c'est pas vrai. Il y a plein de choses que tu peux faire en termes de com. C'est parce que tu manques d'imagination. Il y a quelques leviers, on a essayé en général, c'était pas ouf. On a Bah, pas regarde Red Bull. Tu pourrais être le Red Bull de la CBD. Hein. Si tu avais le même levier qu'eux, si tu avais les moyens. Non, mais c'est pas. Il faut voir les choses plus méta. C'est quoi le levier Red Bull de communication? Ouais, mais ça c'est la pratique de leur communication. Mais c'est quoi le principe de leur communication? Ouais. Mais c'est quoi leur principe? Non, c'est de prendre des gens qui font des trucs complètement dingues, alors eux dans le sport d'extrême, et de leur donner des moyens illimités pour que tout le monde parle d'eux. Tu pourrais faire la même chose en CBD. Regarde, tu pourrais faire un truc tout con. Bah, en tout cas, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais il existe un moment dans ta boîte où ta croissance passe par ça, parce que justement, tu arrives à un moment où la qualité est dégradée. Mais le fait de, attention, le fait de vouloir pousser la qualité, et c'est là où en fait le paradoxe il est. C'est que il y a ce que tu crois, il y a ce que tu sais, et il y a ce que tu dis. Et en fait, le vrai niveau ésotérique, c'est quand les trois sont décorrélés. Et que toi, tu es assez flexible mentalement pour comprendre. Tu ne veux pas être dans une boîte où tu dis que la qualité est dégradée. Vous voulez jouer à un jeu marrant, dites à un mec qui travaille chez Louis Vuitton que les sacs sont moins bien qu'il y a 20 ans. Vous allez voir le pétage de câble qu'il va faire. Pourtant, tout le monde le sait, c'est évident, c'est du plastique, mais les mecs en interne, ils sont tellement brainwashés sur LVMH artisan, LVMH l'excellence, LVMH la grande maison, que c'est une religion et ils ne peuvent même pas admettre que c'est pas le cas. Ensuite, donc, ouais, ou quand tu dis à un banquier que c'est un voleur, tu vois. Il peut pas le croire. Ensuite, donc ça c'est ce que la boîte fait. Ensuite, il y a ce que le management fait. Le management, il paye des gens en Italie, je sais pas si c'est le scandale Louis Vuitton en Italie là. Grosso modo, ils se sont rendus compte que ça coûtait moins cher de faire travailler des clandestins que des gens qui avaient des papiers. Comment une boîte comme Louis Vuitton prend une décision pareille? Posez-vous opérationnellement la question. Qu'est-ce qui amène une boîte comme Louis Vuitton, qui fait des milliards de bénéfices, de faire des trucs pareils? Non, c'est parce qu'il n'y a pas de risque. Eux, ils savent toi, tu crois qu'il y a un risque, mais eux, ils le savent qu'il n'y a pas de risque. Pour eux, c'est un petit risque. Zéro risque. Ils se sont fait prendre la main dans le sac. Est-ce que les ventes ont baissé? Parce qu'ils savent quelque chose que toi, tu ne sais pas. Parce qu'en fait, eux, ils opèrent dans une matrice où les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils savent très bien que les gens ont acheté des Nike alors que c'était fait par des enfants. Les gens ont acheté des iPhones alors que c'est fait par des enfants. Et que tout le monde prétend que c'est important. Mais à la fin, tout le monde a des Nike, un iPhone et un sac Louis Vuitton. C'est pas qui fait que c'est Chine, par exemple. Oui, mais Chine, c'est pas le problème. Non. Chine, alors d'abord, Chine n'est pas dans la merde. Leur chiffre d'affaires est x10. Bah, Chine ne fait que monter en chiffre d'affaires tous les mois. Hein. Et deux, ce qu'on reproche à Chine, c'est d'être chinois. Mais non, tout le monde s'en fout, ça. Ça, c'est ce que les gens racontent. Mais ça, tout le monde s'en fout, c'est ce que les gens racontent. La vérité, c'est qu'on ne supporte pas qu'une boîte chinoise est en train de gagner face à une boîte espagnole comme Zara. Et on ne va pas se foutre de ma gueule qu'on n'avait pas un problème avec la fast fashion de Zara, déjà. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans ta boîte en interne, il faut avoir un discours qualité. C'est important d'essayer de maintenir le plus haut niveau de qualité. Et il ne faut pas être complaisant sur la qualité. Je ne suis pas en train de vous dire de faire de la merde. C'est important de faire des bons produits. Mais Steve Jobs, il disait, on ne fait pas des bons produits pour réussir dans le business, on fait des bons produits pour se sentir bien vis-à-vis de soi-même. Sauf qu'il y a un moment, la qualité du produit, elle est capée. Tu ne peux pas vendre 100 tonnes de CBD par an avec la même qualité que quand tu vends 1 tonne, et tu ne peux pas vendre à la même qualité que quand tu vends 10 kilos. C'est normal. Ce n'est pas la peine de se taper la tête contre un mur. Après, est-ce que tu essaies de vendre asymptotiquement la meilleure 100 tonnes de CBD? Oui, tu fais des bons efforts. Mais tu dois comprendre
où est le vrai mécanisme de valeur. Et le mécanisme de valeur qui fait passer une boîte de 50 millions de ventes par an à 500 millions d'euros de ventes par an, ce n'est que le storytelling. Il n'y a que le storytelling qui crée la magie. Et d'ailleurs, vous êtes tous dans l'e-commerce, la boîte que vous devriez regarder en long, en large et en travers, c'est Def Waters. Liquid Def. Liquid Def, c'est la boîte qui nous donne à tous une leçon invraisemblable. C'est une boîte qui vend de l'eau de robinet en canette à 4 fois le prix de l'eau et qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ah bah eux, c'est un délire. En fait, ils ont commencé comme déjà, ça s'appelle Liquid Def. Déjà, alors que c'est juste de l'eau. Les canettes ressemblent à du heavy metal et ils ont commencé par sponsoriser tout le heavy metal. Quand ils ont capé le heavy metal, ils ont sponsorisé le porno. Si tu regardes toutes les vidéos porno entre 2018 et 2023, tu avais toujours sur les sets des canettes Liquid Def. Parce qu'en fait, ils livraient tous les tournages porno de canettes gratuites. Et donc, ils ont été très mis en avant comme ça. Et après, ils ont fait plein d'actions de marketing, etc. Et le mec, il vient de chez Netflix. Le mec a créé ça. Et en fait, il a créé ça comme on crée un film, en fait. Lui, il se lève le matin et il se dit, qu'est-ce que je vais faire pour le nouvel épisode Liquid Def? Et il les pense comme des scénarios. Il se dit, aujourd'hui, on va parler de moi parce que j'ai fait tel scandale ou tel truc. Ouais. Moi, j'ai investi dans la boîte en série A. Et ces reporting investisseurs, c'est les meilleurs reporting du monde. Parce que le mec raconte des histoires dans ses reporting investisseurs. Il dit, ouais, ce mois-ci, on s'est mis à dos telle communauté. Tu vois, on va faire le scandale là. C'est un fou furieux. J'ai jamais vu un fou furieux pareil de ma vie. Mais c'est une leçon, parce qu'il vend de l'eau du robinet en canette 4 fois le prix. Imaginez, vous vous faites pitcher ça. Bonjour, j'ai une idée incroyable. Je vais vendre de l'eau du robinet en canette, 4 fois le prix. Je fais, ouais, vas-y, je te regarde. Et il a compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais c'est ça, quand je vous disais secret. Lui, c'est vraiment l'exemple même du secret, en fait. Il a compris, parce qu'en fait, je vais te le donner, le secret. Le secret, c'est qu'il a touché le hard metal, non pas pour vendre aux gens du hard metal, mais pour vendre à tous les gens qui s'imaginent être dans le monde du hard metal, mais qui veulent boire de l'eau. Et donc, en fait, son marché, c'est les wannabe métalleux. Et les wannabe métalleux, ils sont contents d'avoir une canette sur leur bureau qui dit « I'm rock and roll ». Ouais. Tout le monde a envie d'être un peu rock and roll. Je sais pas. Moi, je préfère être rap. Pas grave, ça. Alors ça, ne t'inquiète jamais de ça. Parce que quand un marché gagne, ta boîte gagne toujours. Tant mieux. C'est le but. En fait, il n'existe pas de marché. Mon histoire préférée, c'est l'histoire Pepsi contre Coca. Coca, ouais, Coca avait les monopoles des distributeurs de canettes dans les universités. Pepsi a fait un procès, a gagné le procès, et donc maintenant dans les universités, tu as un distributeur de Coca et un distributeur de Pepsi côte à côte. Et ben les ventes Coca ont monté. Parce qu'avant, la question, c'est est-ce que je bois un Coca ou pas, et maintenant la question, c'est est-ce que je bois un Coca ou un Pepsi. Ouais. Et en fait, la concurrence, c'est une illusion. Si tes concurrents gagnent, tu gagnes. Il n'existe pas un monde où ils gagnent et toi tu perds. Par contre, le monde où toi tu perds et eux ils perdent, ça, il est beaucoup plus réel. Ouais. Comment? Ouais. Bah toi, tu es l'anti-scale. Il faut surtout pas scaler. Mais non, c'est pas horrible, c'est très bien. Tu montes en qualité, tu montes en prix. Ah bah c'est un métier de passionné. Hein. Mais non, ça marche pas. Ah, mais après, tu peux te servir de ce business. Non, puis surtout le rendement dans ce genre de business il est décroissant, parce que la tentation de freelance de tout le monde est forte. Et donc, tu donnes tes clients, en fait, aux mecs qui sont soi-disant tes employés. Ouais. Oh, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas de leader mondial de la photographie. Il y a un moment, il faut faire un mariage une fois d'une star pour être invité à tous les mariages de stars. Et ça, c'est des métiers de pur réseau, en fait. Bah, regarde Ortega, le fondateur de Zara. Il a donné 4 millions d'euros à Cédric Grolet pour faire les pâtisseries à son mariage.
C'est beau. Il a donné Cédric Grolet passe les pâtisseries. 4 millions d'euros. Ouais, 4 millions d'euros. Et Cédric Grolet a pas réussi à avoir plus de 100 000 euros d'ingrédients. Il se sentait mal. Bah, il voulait faire les choses bien, mais à un moment, une fois que tu as mis de l'or, de la truffe, des machins... Comment? Il l'a appelé, il lui a dit qu'il faisait un mariage. Cédric Grolet, il a dit qu'il faisait pas de mariage. Il a dit non, non, t'as pas compris, ma fille se marie, c'est hyper important. Il lui a dit, bah, t'as pas compris, mais vraiment, je fais pas de mariage. Enfin... Et le mec, il a dit, bah, quelle somme tu voudrais pour ton mariage? Et il a dit 6, sinon je viens pas. Il a dit 6 millions. Et Ortega lui a dit, ok, 4, et tu viens. Il a dit, ok.